regarde ensemble la vidéo de PsychoQuack sur comment s'auto-diagnostiquer. Donc, je cale ça. Vous me direz si le son, si tout ça est bon. Et du coup, on va se regarder ça tranquillou, ensemble. Hop, tac. Et c'est parti. Salut, une vidéo sur l'autodiagnostic. J'ai 3 ans de retard, mais c'est pas grave. Alors, juste pour le fun, elle date de quand la vidéo? Alors des fois, Il y a un mois. ressurgissent des gros débats sur Internet sur qui simule ou pas des pathologies sur Internet. Débat hyper stérile parce que personne n'en tire rien, mais la question derrière ces débats, selon moi, est celle de l'autodiagnostic. Peut-on s'auto-diagnostiquer correctement? Je voulais faire la vidéo lors de l'un de ces débats, mais sauf que faire des vidéos à chaud, ça finit souvent mal sur Internet. Et comme ici, on essaie de faire Ça, une c'est chaîne pas où on faux. sort pas de conneries qu'on entend dans les bars, bah c'était bien d'attendre 3 ans finalement. Alors la réponse de base aux gens... Alors déjà, moi, rien que ça, j'avoue que je connais pas bien PsychoQuack, que eu des retours qui sont à chaque fois positifs. Le simple fait de dire ça, voilà, moi je préfère prendre le temps et pas de raconter des conneries que de réagir à chaud. Et c'est vrai que dans la société où on a que des réactions à chaud, que des réflexions, enfin, qui sont pas réfléchies, il n'y a pas de prise de recul. Là, ça fait du bien d'entendre ce genre de choses et ce serait pas mal si ça se faisait plus. C'est de dire ah mais non, faut aller voir un psychiatre, c'est le seul moyen de se faire diagnostiquer. Sauf que les psychiatres et psychologues, ils sont pas si fiables que ça pour diagnostiquer. En plus, le temps d'attente est long, c'est cher, on sait pas vers qui aller, tout le monde ne sait pas non plus décrire ses symptômes bien, et on prend le risque de se faire envoyer chier, et on prend le risque d'avoir une étiquette de merde toute sa vie. Donc, l'autodiag, ça peut ne pas être mal. Mon idée du coup, plutôt que d'en... Alors c'est vrai que au niveau de tout ce qui est psy, ce qu'il y a entre les psychiatres, psychologues, psychanalystes, on va mettre de côté. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'y retrouver, c'est pas toujours évident d'avoir des rendez-vous aussi et des prises en charge parce que les psychologues, si je me trompe pas, corrigez-moi hein, si je me trompe, mais psychologue, c'est pas remboursé par la Sécu. Psychiatre, ça l'est, mais c'est plutôt quelqu'un qui va prescrire des médicaments. Et du coup, quand on a besoin d'un psychologue, si on n'a pas de budget, on est un peu dans la mouise. Alors aujourd'hui, il y a des choses qui ont été mises en place. Normalement, je l'ai mis sur le Discord, je me souviens plus, mais qui permettent d'avoir une prise en charge de quelques séances de psy. Il me semble que c'est 8 ou c'est peut-être passé à 12 maintenant. Il faut quand même que le psychologue qu'on va voir participe à ce programme. Mais bon, c'est déjà un pas quand même vers la prise en charge, même si à l'heure actuelle, ça reste encore malheureusement insuffisant, hein, mais voilà. Et en plus de ça, quand on cherche un diagnostic sur une pathologie bien précise, là, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut trouver d'éventuels spécialistes. C'est des diagnostics qui peuvent être payants, qui peuvent coûter cher, qui peuvent être compliqués à faire. Et en plus de ça, on n'est pas non plus à l'abri d'éventuellement une erreur de diagnostic. Mais là, je vais laisser PsychoQuack continuer pour expliquer le pourquoi du comment. Et le pourquoi du comment, d'ailleurs, il commence par ça, à dire trouver quelqu'un pour se faire diagnostiquer, c'est pas forcément simple. Et en plus, derrière, il peut y avoir des erreurs dans le diagnostic, quoi. Alors, maintenant, psychologue, tu as le droit à une séance psychologue 12 par an. Ok, c'est ce qui me semblait. Mais il faut que le psychologue participe au programme, je ne sais plus comment ça s'appelle, et les étudiants y ont accès aussi et peuvent cumuler ce programme-là plus le programme spécifique aux étudiants, il me semble. Donc c'est quand même une bonne chose, même il reste compliqué de trouver le psychologue et de trouver la place. En plus de ça, Heu, personnellement, pour avoir vu déjà, rencontré, quelques psys, il y a quand même un truc, c'est de trouver aussi la bonne personne. La personne avec qui, voilà, ça se passe bien, vous vous sentez en confiance, vous sentez aussi qu'elle vous aide à avancer vraiment ou pas. Et ça, c'est ce qui est plus compliqué. C'est ce qui est plus compliqué.
En même temps, voilà, c'est de l'humain. L'humain, c'est jamais, simple à 100. Il y a des gens avec qui ça passe, d'autres avec qui ça passe pas et en plus, dans ce cadre-là, c'est encore plus spécifique et puis, il y a aussi l'état dans lequel on est. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on ne l'est pas? Est-ce que enfin, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc tous les psys, j'ai envie de dire, ne se valent pas et surtout ne vous conviennent pas. Donc, il faut avoir ça en tête aussi quand on cherche éventuellement à consulter. Bah, c'est pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience avec une personne, dire bah non, mais ça sert à rien, c'est des cons et tout ça, que ça veut dire que on tombera jamais, enfin qu'on trouvera jamais la bonne personne, le bon professionnel de santé. C'est valable pour ça, comme c'est valable pour une chirurgie, pour n'importe quel professionnel de santé. L'idéal quand on peut, malheureusement aujourd'hui, c'est que c'est plus compliqué à cause du manque d'accès aux soins. Mais l'idéal quand on peut, c'est d'être avec un praticien en qui on a confiance, avec qui on se sent bien. Donc les psys ne font pas exception à ça. C'est ça, un diplôme de psychologue n'est pas reconnu comme docteur alors que psychiatre, si. Ok, d'accord, merci le moche. Sinon, il faut passer la case urgence psychiatrice et oui, si tu passes par les urgences psychiatriques, tout est pris en charge. Oui, mais oui. Après, enfin, c'est une case aussi, passer par les urgences psychiatriques, c'est pas toujours. Enfin, je dis ça parce que bon, c'est du vécu personnel. Alors, pas moi directement, mais il se trouve que c'était un parent très très proche qui en est arrivé à faire une thèse pour passer par cette case-là. Donc, et ne le faites pas. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. L'autodiac est la somme de recherches associée a au minimum la vertu de devenir spécialiste de ses propres difficultés et donc de ne pas se faire balader par des professionnels de santé en carence de formation. On va voir un petit peu justement ce qu'en dit PsychoQuack, mais ça va un peu dans ce sens-là. Et d'ailleurs, même moi, je le vois, hein, et je l'ai dit d'ailleurs, je crois hier, j'en parlais hier, c'est souvent la personne qui est atteinte de, enfin, n'importe quelle pathologie, au final connaît mieux la pathologie, sa pathologie souvent que des médecins ou voilà, ou que moi qui connais comme ça certaines pathologies un peu, je dirais plus ou moins de loin, mais la personne qui le vit, elle a fait en général, elle a fait des recherches, elle le vit au quotidien, elle sait quel traitement, pourquoi, etc. Surtout dans les pathologies chroniques. Donc, faut aussi faire confiance aux patients. C'est important d'écouter les patients. Malheureusement, certains praticiens manquent un peu de ce côté-là, mais on va espérer que ça change un peu quand même. Heu, hop, déjà, il faut en trouver un compétent et compétent sur le truc qu'on a. Oui, c'est ça. Ça se fait à nos jours, ouais. Bah, après, oui, enfin, après, ça dépend aussi de quoi on parle, quoi. J'ai changé une fois de psychiatre et 2 fois de psychologue et là, c'est, beaucoup mieux. Moi, j'en ai vu quelques-uns et là, c'est là après, est-ce que c'est aussi parce que je suis prête? Certainement, mais c'est quelqu'un qui m'avait été conseillé, peu de temps après, que je sois arrivée à Grenoble. On m'avait parlé de cette personne, et j'ai mis plus d'1 an avant de me décider à prendre rendez-vous avec elle, quoi. Et maintenant, je la vois, régulièrement, et voilà, et c'est cool, quoi. Quand c'est mal avec votre professionnel de santé, dites-le lui. Si il ou elle est compétent, alors il vous adressera à un confrère ou consoeur. S'il se fâche ou se vexe et qu'il faut en changer, car c'est un signe d'incompétence. Oui, oui, oui. Alors après, il y a des façons d'aborder le sujet, effectivement, avec son professionnel de santé pour demander, voilà, pour dire, bah voilà, j'aimerais changer. Mais effectivement, si la personne est, voilà, sait mettre son ego de côté pour le bien-être de son patient, il saura vous rediriger. Si c'est pas le cas, fuyez, tout simplement. Il faut dire que certains psychiatres se sont tournés vers la psychanalyse et là, ça craint parce qu'ils accueillent super bien, mais le travail n'est pas forcément bon. Enfin, dès qu'on voit un livre de Freud et un divan, méfiance, vous savez. Oui, 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 ouais. Après, enfin, tout ce qui est psychanalyse, je connais mal, mais j'avoue que j'en ai pas une vision très positive. Du peu que j'en sais, ça m'attire pas trop, quoi.
Donc ouais, je conseillerais pas. Mais bon, après c'est comme partout, hein. Il y a des bons, il y a des mauvais. Est-ce qu'il vaut mieux aller voir un très bon psychanalyste qu'un très mauvais psychologue? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais oui, Freud, tout ça, non, pas bon. Si on vous parle de Freud, en général, c'est pas bon signe. Enfin, dans un certain sens, bien sûr. Toujours en tester plusieurs. J'ai eu une seule logopède quand j'étais plus petite et elle faisait mal son boulot. Il faisait 28 degrés dans sa salle. Il n'y avait pas de progrès de mon côté et jamais elle s'est dit: «Ah bah, ce serait bien de poser un diagnostic sur les troubles 10». Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah bah oui, c'est sûr que si tu aggroes les personnes en mode: «Voilà, tu es trop nul, tu vaux rien, envoie-moi chez quelqu'un de bien, lui», c'est legit de se sentir blessé. Oui, oui, non, mais c'est pour ça que je dis: faut savoir y mettre les formes, mais il y a pas de raison que ce soit impossible de le faire, quoi. Bon Lurk, le plaid. Bon Lurk le plaid. Mais oui, oui, c'est vrai qu'un praticien qui voit que vous avancez pas et qui se remet pas en question, sans même, tout de suite vous envoyer, chez quelqu'un ou machin. Et c'est vrai que, remettre sa pratique en question, soit, bah, comme tu dis, la présence, d'éventuels troubles 10, ou autres, hein, ou autres, bon, c'est un peu con, quoi. Heu, est-ce qu'il vaut mieux aller voir un très bon homéopathe qu'un mauvais généraliste? Je crois que tu as la réponse. Empêcher les gens de le faire, c'est d'aider les gens à le faire. Tu pourras pas t'auto-diagnostiquer à la fin de la vidéo. Par contre, tu comprendras comment on peut le faire mieux et tu essaieras de ne pas tomber dans des erreurs communes quand on le fait. Parce que s'auto-diag, ça a des avantages, même quand le diagnostic est faux. Tu te sens moins seul, tu trouves des groupes pour parler, tu te sens plus clair dans ta façon de voir le monde, et même les erreurs que tu fais font partie du chemin. Donc faire des erreurs de diagnostic, c'est aussi une partie du chemin vers ton objectif, et c'est très bien. C'est pas grave d'en faire. On se plante des fois dans les diagnostics. Ça sert à rien de défoncer les gens qui se plantent. Il vaut mieux les informer. Par contre, il y a des désavantages aussi à l'autodiag. Alors déjà, les chercheurs disent que ça dirige le flux d'infos vers certaines pathologies et on en oublie complètement d'autres. Par exemple, les troubles de la personnalité schizoïde, c'est 4% de la population. L'autisme, c'est 1 à 2%. Ben, les deux peuvent se confondre vachement. Et duquel t'as déjà entendu parler? Parce que l'autre, on l'oublie complètement. Autre chose que l'autodiag loupe, c'est que c'est une solution que pour les gens les plus éduqués. Donc ça laisse tomber toute une partie de la population. Mais en même temps, quelle solution actuelle ne laisse pas tomber toute une partie de la population sur la santé mentale? Et après, pour couper C'est court pas aux faux. discussions dans les commentaires, il y a des inconvénients dont les gens parlent, mais j'en parlerai pas parce qu'on s'en fout complètement. Par exemple, Ça, c'est ça, c'est radical. Il y en a, mais les commentaires, laisse parler les gens, quoi. C'est vraiment, ça sent le laisse parler les gens. Il y a un truc que je trouve, alors même si là, on est quand même plutôt sur l'autodiagnostic, psy, heu, qui fait du bien, je trouve, où je pense que moi-même, avant de voir cette vidéo, j'aurais pas forcément, eu cette vision-là, mais c'est pas grave si le diagnostic est faux. Ça fait partie du chemin et c'est vrai que c'est hyper important et intéressant d'avoir ça en tête. Alors déjà parce que se tromper, ça arrive à tout le monde, quel que soit, ce que vous faites et que ça permet d'apprendre, hein. On apprend plus en se trompant qu'en réussissant. Voilà, c'est logique au final quand on y réfléchit. Mais ça fait du bien de l'entendre et voilà, je voulais le le relever. fameux mais la personne elle ment. Bon, ben en quoi ça joue sur la santé mentale de la population? Ben pour l'instant, il n'y a rien qui dit que c'est grave de se planter sur Internet ou de mentir sur Internet sur sa pathologie. Est-ce que c'est honnête? Non. Est-ce que c'est grave? Pas sûr. Du moins, j'ai pas trouvé d'études qui disent que ça allait. D'autres qui disent que ça met les gens sur une mauvaise piste diagnostique. Sauf qu'on a remarqué que les gens qui Au cherchaient à moins sur une piste. s'auto-diagnostiquer ont plus de chances d'aller voir un professionnel un jour. Mmh. Et donc d'avoir des infos fiables si le professionnel est bon et avancer dans son processus. Donc il vaut mieux avoir tendance à dire aux gens de s'auto-diagnostiquer pour que ça s'accompagne pour un suivi par la suite. Plein de... Bah, c'est vrai que c'est ça au final, la personne, elle aura quand même commencé à réfléchir, déjà à faire un peu le point sur,
sur ses symptômes, sur le pourquoi et pour s'aider dans ses recherches dans son autodiagnostic. Et même si effectivement, au final, elle se plante, bah, mine de rien, ça va la renvoyer vers un professionnel qu'elle n'aurait peut-être pas été voir en première intention. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même pas mal. Après, moi, j'aimais quand même, malgré tout, quelques réserves. Alors, est-ce que sur le psy, on peut le comparer, mais après, je sais que quand on a quelque chose, on va tous avoir ce premier réflexe, enfin tous, peut-être pas, mais souvent on a le premier réflexe d'aller chercher sur internet: «Ah, j'ai tel symptôme, machin», et souvent on a une liste comme pas possible de trucs, et tout et n'importe quoi. Je suis un peu partagée parce que ça peut aussi créer un biais quand vous allez aller voir, par exemple, votre médecin généraliste avec, ce que vous avez vu, un biais parce que vous allez peut-être mettre l'accent sur, ce que vous avez identifié, donc sur les symptômes correspondant à ce que vous avez identifié, alors qu'au final, vous allez occulter, d'autres symptômes qui sont tout aussi importants pour faire le diagnostic final. Et du coup, c'est un peu ma crainte par rapport à ça. Est-ce que ça peut s'appliquer? La particularité par rapport au psy, c'est que les gens ont beaucoup plus de difficultés à aller voir un psy, je pense, qu'un médecin généraliste. Je peux me tromper, mais il me semble quand même que ça reste, moins fréquent, enfin, moins facile pour la plupart des gens. Et du coup, ouais, pour les pathologies non psy, je suis un peu plus réservée. Je dis: «Il faut vraiment avoir une certaine distance avec, internet par rapport aux autodiagnostics». D'autant plus que internet ne va pas vous donner, de traitement ou alors, des trucs à la con, dont il faut se méfier, où il faut rester vigilant et surtout que, bah, si vous vous plantez, vous n'êtes pas soigné, quoi. Donc je suis un peu partagée, vis-à-vis de ça. Par contre, après, une fois que vous avez un diagnostic, de continuer à vous informer sur la pathologie. Là, je trouve ça hyper intéressant pour justement s'approprier le enfin voilà, si vous avez un truc qui est un peu pourri, par exemple maladie chronique, au moins enfin le fait de se renseigner, vous êtes plus vous devenez acteur et vous ne subissez plus, ce qui vous arrive et ça, je pense quand on est patient, de se sentir, impuissant face à ce qui nous arrive, c'est enfin, que ce soit par rapport à la maladie ou autre chose, c'est toujours compliqué. Là, en se renseignant, on va mieux comprendre et on va pouvoir, ouais, être plus acteur, de notre traitement aussi donc l'après-diag, internet, why not? En plus, ça permet aussi d'aller trouver, bah, comme c'est le cas d'ailleurs, pour, l'autodiag psy au final, de retrouver éventuellement des associations, des groupes de parole, de pouvoir échanger avec, d'autres patients qui ont la même pathologie et voilà et d'avoir de l'entraide et du soutien qui est, aussi hyper important, quoi. De se sentir moins seul, en fait, tout simplement. Si tu sais pas que tu as un trouble, tu vas pas aller voir un psy pour en parler. Oui, oui, c'est sûr, quoi. Bah, après, à partir du moment où tu commences, je pense, à faire des recherches pour t'autodiag, c'est que tu te doutes qu'il y a un truc. Moi, souvent, quand quelqu'un vient me voir, enfin, me demande alors, comme je dis, hein, moi, je fais pas de diagnostic du tout. C'est pas sur un chat qu'on fait un diagnostic et puis même, c'est pas mon métier. Mais qui me dit: «Bah, j'ai ça, est-ce que tu penses que je devrais?» Je dis: «Écoute, si tu me poses la question, c'est que tu as déjà la réponse. C'est qu'il faut que tu ailles voir quelqu'un». Donc voilà ma réponse, en fait. Mais si tu le sais déjà. Tu le savais déjà, tu avais juste besoin d'avoir une pseudo confirmation que oui, ce serait pas mal d'aller voir quelqu'un. Mais mais oui, si tu sais pas du tout que tu as quelque chose, effectivement, tu vas pas y aller, quoi. Ça fait un cancer de la personnalité, ouais. Plus cher surtout, alors je sais plus de quoi on parlait, le moche à ce moment-là. Ah bah oui, sur le non-psy, on évite l'autodiag, chercher ses symptômes pour voir ce que ça peut être. Si ça justifie d'aller consulter, c'est une chose, mais ça s'arrête là. Ouais, ouais, faut rester très vigilant parce que vraiment, mais c'est un biais qu'on a tous, hein, on a reconnu deux trois trucs, on se dit: «Ah bah, du coup, j'ai ça» et en fait, on va insister sur ça et on va oublier,
d'autres choses qui sont tout aussi importantes. J'ai pas d'exemple là en tête, mais voilà, il y a effectivement des pathologies, pour, les différencier, ça peut jouer des fois à peu de choses près et sauf que, en ayant fait cette recherche en amont et en vous ayant fixé sur un truc, du coup, vous allez oublier de parler d'autres choses, quoi. Parce que le médecin, il va vous poser des questions, mais ça reste, vous qui y répondez, on va dire. Donc on est tous biaisés, c'est normal. De gens sont allés consulter après avoir des vidéos sur le trouble dissociatif de l'identité. Et bien c'est très bien, on a pu les informer et les guider, même si au final c'était pas un trouble dissociatif de l'identité. Comme j'ai dit, l'erreur fait partie du processus, donc on s'en fout que les gens fassent des erreurs. Donc, on va parler de certaines règles pour s'auto-diagnostiquer plus facilement. Bon, déjà, règle de The base, rules. ne va pas sur TikTok ou tout réseau qui utilise des shorts. T'as une Oui, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, je crois qu'on va le répéter et le re-répéter, mais n'allez pas sur les putains de réseaux sociaux écouter des gens qui n'y connaissent strictement rien. Donc se renseigner, oui, mais pas via ces biais-là, enfin ces trucs-là, parce que clairement, vous avez mais c'est vraiment, truc muche bidule qui y connaît rien du tout, qui va vous dire: «Ouais, non, mais tel symptôme», enfin, genre le cas très qui arrête pas de tourner ces derniers temps, c'est les trucs sur les symptômes du TDAH ou les symptômes de, je sais pas quoi, de la truc de cortisol et de dopamine, je sais pas quoi. Waouh! Les gens n'y connaissent strictement rien et ils vont, enfin bref, vont embarquer derrière, les gens dans des mauvaises directions surtout, des mauvaises directions. Alors pas que dans le diagnostic puisqu'on a vu l'erreur, c'est pas forcément un problème, mais vers des pseudo-traitements parce que derrière le but des réseaux sociaux, de ces influenceurs, c'est de vous vendre quelque chose. Que ce soit vous vendre, un programme, vous vendre, des merdes, pseudo-médicaments ou je sais pas quoi, de trucs bidules, ou vous vendre des idées aussi. Ça, faut pas l'oublier. Et du coup, méfiance plus plus, hein. On le dit, on le répète, on le redira, mais les réseaux sociaux, ce n'est pas, là où vous allez trouver des infos fiables, que ce soit médicales ou non médicales d'ailleurs. Donc méfiance. Après, il y a quelques exceptions, on a des vulgarisateurs sur Instagram et cetera, mais soyez hyper vigilants par rapport à ce que vous voyez là sur les réseaux sociaux. Entre le narcissisme et la psychopathie, par exemple, pas facile de faire la différence. Évitez les sites type bien-être comme .com et cetera. Oui, 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 grave. Oui, c'est sûr que parfois c'est pas, évident, comme il le dit, hein, entre différents troubles, entre le fait que certains, sont «connus» entre guillemets du grand public et d'autres beaucoup moins, c'est pas simple. Mais bon. C'est le chemin, en fait. C'est le chemin. Si je ne trahis pas la pensée qu'il essaye, d'amener dans le parcours, de l'autodiagnostic, c'est vraiment le chemin. Tes l'hôpital, tout ça, tout ça. Sans te dire que je devrais pas tenter une destock, œstrogénique afin de mitiger l'impact négatif de mes règles. Les réseaux m'auraient menti. Oui, complètement. Ah mais enfin, il y a tellement de conneries, hein. On a déjà regardé des petits reportages comme ça de mince, j'ai oublié cette créatrice de contenu là sur YouTube qui a fait des reportages sur justement tout ce qui était détox, cortisol, détox dopamine. Quand vous voyez détox en général, fuyez quoi, ça pue du cul, hein. Mais bon. Moi j'en suis contente, mes pierres énergétiques trouvées dans mon jardin, ça fait beau sur mon étagère. Ah mais après, moi, enfin, après, voilà, il y a des trucs, je suis pas, si ça aide, psychologiquement, pourquoi pas, mais c'est clairement pas ça qui va vous soigner. Ce sont que des petites, béquilles qui doivent être gentillettes et ne pas tomber dans l'extrême des ces pseudo, médecines traditionnelles ou je sais pas quoi, de trucs de bidule. Heu, faut la priorité, c'est les professionnels de santé. Si ça vous fait du bien à côté, d'avoir votre petite pierre. Rien, j'ai ma petite pierre sur mon bureau, je sais même plus, c'est un quartz, je crois.
Voilà, je trouve ça joli, en fait. C'est juste, je trouve ça joli, c'est réconfortant, mais c'est pas pour autant que je vais pas aller voir un médecin si j'ai un souci. Voilà, c'est juste, vraiment purement esthétique. Mais voilà, c'est vraiment bien faire la différence et ça, c'est important et sur les réseaux sociaux, entre autres, il y a quand même beaucoup de conneries, et qui poussent les gens à enfin, on voit bien, hein, toute la défiance en plus là qu'il y a envers la science, ce qui se passe aux États-Unis et cetera. Enfin, il y a quand même un truc, on préfère aujourd'hui, écouter, les influenceurs sur TikTok que les scientifiques et les personnes du monde médical. Il y a un problème quand même. Il y a enfin, ça interpelle, ça interpelle. Après, si la détox, c'est jeûner pendant 2 jours, au pire, ça fera rien. Si c'est boire 1 litre de sauce soja, ça vaut mieux éviter. Bah, après, même le jeûne, c'est pas anodin. Donc, même si c'est 2 jours, selon ta condition de santé, c'est bien de savoir un peu où tu mets les pieds et éventuellement d'en parler à ton médecin traitant, pour savoir si, dans ton cas, c'est approprié, enfin voilà. Donc même ça, c'est pas, à prendre à la légère, on va dire. Je dis pas que c'est grave, je dis que il faut quand même garder en tête que c'est pas anodin. Pourtant, ça paraît trop bien, les médecines traditionnelles ancestrales disparues depuis des siècles, utilisées par un peuple inconnu dont l'espérance de vie était d'une trentaine d'années. Mais oui. Je vais mettre kappa, hein. Il y est pas, mais kappa. Mais ouais, non, mais ça, quand vous voyez ça, là, ce qui est bien dans le message d'Obli, c'est que vous avez tous les termes clés pour essayer d'accrocher des gens vers des conneries. Donc, tous ces termes-là, je valide le kappa, ouais. Tous ces termes-là, c'est vraiment des red flags. Quand vous voyez ça quelque part dans une espèce soit de pseudo-étude, soit de pseudo-science ou de pseudo-médecine, warning, warning, hein. Là, t'as bien condensé, Oubli, hein. J'avoue que c'est bien résumé, hein. Une étude qui a montré que la moitié des TikTok qui parlaient de TDAH disaient n'importe quoi. Je me Voilà, rappelle j'en d'une peux. vidéo qui disait ma vie de TDAH avec quelqu'un qui se cognait partout. Il n'y a pas un putain de critère du TDAH où les gens se cognent partout. Eh bien, 50% des shorts font cette connerie. On reviendra sur pourquoi les gens font ça et pourquoi les gens se reconnaissent dedans. En attendant, il y a des manuels diagnostiques qui te donnent les signes de telle ou telle pathologie. Consulte-les plus tôt. Deuxième règle de base, c'est qu'un problème psy ou autre, c'est pas une case séparée du reste de l'humanité. Un problème psy, ça émerge de comportements humains normaux qui deviennent dysfonctionnels et ne marchent pas dans certains endroits. Quand je faisais une formation sur les psychothérapies, à la moindre pathologie, t'as la moitié de la salle qui disait « Ah, mais moi je me retrouve dedans, dans ça, je dois avoir cette pathologie ». Et c'est normal, parce que la pathologie, elle vient de processus normaux. S'inquiéter, par exemple, c'est normal. Être dépassé, c'est normal. Être stressé, c'est normal. Être déprimé et triste, c'est normal. Ce qui est anormal, c'est à quel point ça fait chier dans ta vie. D'ailleurs, Oui, je sais pas si on avait déjà dit ça, mais effectivement, le côté, en fait, oui, c'est toujours ça. Il y a plein de choses sont tout à fait normales. Bon, c'était quand on parlait de dépendance. Euh, et c'était par rapport aux jeux vidéo. Et en fait, il y a parce que l'OMS, je crois, reconnaît aujourd'hui de l'addiction aux jeux vidéo. Et effectivement, il y a peut-être plein de gens qui pourraient se retrouver un peu dans certaines grandes lignes quand on parle d'addiction, alors de jeux vidéo ou d'autres choses. Après, la question à se poser, c'est euh, pour savoir vraiment si c'est problématique ou pas, c'est est-ce que ça te pose un problème dans ta vie? Est-ce que c'est problématique dans ta vie? Est-ce que bah, ça te pose des problèmes au niveau perso, au niveau pro, toi, avec tes amis? Enfin, c'est là où il faut regarder parce qu'à la base, kiffer jouer aux jeux vidéo ou faire un truc qui te plaît, bah ouais, c'est potentiellement normal. Maintenant, est-ce que ça a un impact sur toi, sur les autres? Est-ce que ça te met en danger? Est-ce que ça te
Et c'est plus ça qu'il faut regarder. Parce qu'effectivement, là, pour le côté psy, bah ouais, on a tous des fois, oui, on a tous stressé, on a tous des moments plus ou moins bons. Enfin, je trouve qu'il en parle très, 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 très bien. Et bah, en même temps, c'est sa spécialité, hein. Donc voilà, mais j'aime bien, il dit les termes en plus, hein. Euh, le mieux pour le TDAH, c'est de vivre avec une personne qui l'a. D'être deux TDAH, du coup. Je sais pas ce que ça peut donner. Je me souviens de jeunesse lointaine, j'ai découvert grâce à Facebook que mouiller sa brosse à dents avant usage était un toc. On était tellement nombreux à l'avoir. Depuis, j'ai arrêté de me brosser les dents. Hormis le stress des rendez-vous dentistes et rage des dents, je vais mieux. Sérieux, ça balançait ça. Ouais, c'est vrai que ouais, mouiller sa brosse à dents avant, ouais, c'est un toc. Ok. C'est plus une habitude qu'un toc, ça. Bah oui, oui, non, mais en fait, c'est ça, c'est que tu peux décrire des trucs tout à fait normaux et dire, enfin, c'est encore une fois, est-ce que ça te pose un problème dans ta vie? La réponse est non. Et au final, pour parler de TOC, est-ce que tu as d'autres choses comme ça qui sont de est-ce que tu as d'autres choses que tu vas faire systématiquement et que si tu les fais en fait, c'est ça, c'est est-ce que si tu ne fais dans quel état ça te met quand tu ne fais pas ce truc-là? Enfin bref, il y a d'autres critères pour parler de TOC, quoi. Enfin bref, c'est non, surtout pas de TDAH, l'état de la maison. Ah, je sais pas, je crois que j'ai une pote, elle a un TDAH, je crois que là-dessus, il y a pas de souci, hein. Au contraire, hein. Enfin, je crois bien qu'elle est même plus maniaque que moi, hein. Après, bon, mais, mais bon, bref. Mais ouais, ouais, c'est se méfier de ça parce qu'effectivement, on peut se reconnaître dans plein, plein de trucs et c'est pas pour autant que on est dans la pathologie, quoi. Les manuels dont je t'ai parlé le rappellent souvent. Donc, deuxième point, quand tu vas chercher les critères d'une pathologie, lis les critères jusqu'au bout. T'arrêtes pas juste aux premières descriptions, parce que les premières descriptions, elles vont te décrire des comportements qui peuvent rentrer dans la normalité. Règle de base numéro 3. Oui, c'est comme les contrats. Regardez les astérix aussi pour bien comprendre et éviter de vous faire entuber. Et là, c'est un peu le même principe. C'est que, enfin, c'est un peu le même principe. Non, pas vraiment. Mais c'est en gros, comme il dit, les premières lignes de la définition que vous allez regarder vont être au final enfin, vont pouvoir ressembler à plein de choses assez générales. Et c'est en cumulant, en fait, c'est toujours ça. C'est faut cumuler plusieurs points dans la définition pour se dire que je rentre dans la définition. S'il y a, par exemple, je sais pas, 10 points et qu'en fait, au final, vous avez les deux premiers ou le premier et le quatrième, bon, c'est pas probant, quoi. Donc vraiment, aller jusqu'au bout, pas survoler et se dire tout de suite, ah, mais c'est moi. Non, attention à ça, quoi. Aussi, demande-toi avant si ce que tu ressens ne change pas en fonction de l'environnement. Car le problème, il vient pas forcément de toi. Peut-être que c'est pas toi qui as besoin de t'autodiag. C'est pas la peine de chercher un autodiag. Peut-être que c'est les autres qui merdent. Par exemple, une personne qui a envie de se suicider. C'est pas moi qui suis con, c'est pas moi qui explique pas que c'est les autres qui sont cons. Bah oui, si t'es. Enfin bref, je vais le laisser finir l'exemple, mais mine de rien, voilà, ça aussi c'est important, l'environnement. Si vous vous sentez mal au boulot et que ça vous fout, enfin, peut-être que le problème c'est pas vous, mais c'est l'environnement dans lequel vous êtes. Donc voilà, c'est pas forcément toujours soi à remettre en question. Et on est dans une société qui nous force à nous remettre en question. Non, mais au boulot, tu dois être efficace, c'est ta responsabilité. Et c'est comme ça qu'on arrive à des trucs de détox dopamine et des conneries comme ça. Enfin bref. Donc, on est encore une fois le fruit de notre environnement. Donc, il faut prendre en compte, bah, il y a aussi l'environnement au final, quoi. Que si vous êtes bien ailleurs et que c'est vraiment qu'au taf, voilà quoi. Pas me diagnostiquer, oui, le ménage impeccable, mais bon, faut passer derrière pour terminer tout ce qui a été commencé. Enfin bref, c'est vivant. Ok. Suicider, mais seulement après avoir vu ses amis. Peut-être que le problème, c'est pas elle, mais le fait qu'elle ferait mieux de changer d'amis. Alors oui, elle aura sûrement un diag de dépression,
Et c'est peut-être une piste probable de chercher sa dépression pour tomber sur le problème de ses amis. Mais si on peut éviter 6 mois d'autodiag à quelqu'un en lui faisant comprendre directement la racine du problème qui sont ses amis, eh bien c'est tant mieux. Bon, passons aux choses sérieuses si tu veux t'auto-diagnostiquer. Ouais, les amis, enfin, ça peut être compliqué, mais parfois, quand on dit hein, il vaut mieux vivre seul que mal accompagné, c'est valable aussi, je pense, en amitié. Hein. Ne restez pas au contact de gens qui, enfin, qui vous mettent mal. Qui vous mettent mal. Enfin, c'est 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 pas bon quoi. Enfin, c'est peut-être con à dire, mais je le dis plus parce que parfois on a besoin juste de l'entendre, on le sait intérieurement, on a juste besoin de l'entendre. Donc je le dis pour ça, ne vous forcez pas à rester au contact de gens euh, avec qui ça va pas. Amis ou autres d'ailleurs. Hein. Donc voilà, c'est pas la peine de se faire du mal. Et il y a plein de belles personnes enfin, sur cette terre qui valent la peine d'être découvertes euh, et, euh, et que vous vous consacriez du temps mutuellement et que ça vous fera du bien à tous les deux, quoi. Pas si je suis claire. Bref, vous avez compris, j'espère. Alors pour mon histoire de Facebook, c'était un vrai truc. Ouais, ouais, non, mais je me suis dit que c'était un vrai truc. Hein. En plus, ça fonctionnait avec un système de groupe. Donc c'était bien, tu rejoignais un groupe, tu trouvais des pairs, etc. Il y avait un côté intégration et soutien. On pouvait tous lutter contre le fait de mouiller sa brosse à dents. C'est dire à quel point les réseaux peuvent jouer sur des biais et nous inciter à en adopter des nouveaux, comme le biais de confirmation, biais d'expertise, biais de groupe, etc. Oui, mais ouais, non, faut se méfier de ces trucs-là, effectivement. Encore une fois, hein, si c'est quelque chose qui vous pose pas de problème, faut pas se prendre la tête plus que ça. Hein. Y a rien de grave. Hein. Vous avez le droit de mouiller votre brosse à dents avant de vous brosser les dents. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. La question, c'est de savoir à quoi ça va te servir. Alors pourquoi faut se demander à quoi ça va servir? Parce qu'un diag, c'est pas facile. C'est rarement, on voit une vidéo sur internet et on est sûr que c'est ça. C'est compliqué, c'est long, il y a plein d'infos à Tout à croiser, fait, et en le plus moche. tu vas découvrir des choses qui vont pas forcément te plaire, ou qui vont même potentiellement empirer ton état. Comme par exemple si tu vois qu'en fait ton problème c'est surtout ta famille, de merde, ou une pathologie qui fait peur, ou des traumas qui vont te remonter quand tu vas les chercher. Donc, il vaut mieux te demander pourquoi tu veux rentrer dans une case. Et on peut vouloir un diag pour plein de raisons. Parce qu'on a une vie compliquée et qu'on cherche une solution, et qu'avoir un diag, ça permet de mieux chercher une solution, parce que tu veux juste comprendre certaines parties de toi, parce que tu as du mal à savoir qui tu es, parce que tu te sens seul, parce que tu as besoin d'aide pour gérer ton handicap, parce que tu as besoin de faire une demande aux autorités. Il y a plein de raisons de le faire. Par contre, c'est bien d'être clair sur pourquoi tu vas le faire, parce que le diagnostic, ça a un coût, et il vaut mieux être clair sur pourquoi on veut le chercher, et donc mettre ce coût-là. Et je te disais, c'est compliqué les diagles, et je vais te réexpliquer pourquoi, pour pas que tu te trompes. Donc ouais, ça c'est important. C'est vraiment important. Enfin, après, c'est très bien qu'il le rappelle. Voilà. Mais effectivement, il faut être prêt quand on cherche. D'ailleurs, que ce soit un autodiag ou même la démarche d'aller voir un professionnel directement pour essayer d'avoir un diagnostic, il faut être prêt. Bien sûr, le coût, on en a parlé tout à l'heure, mais au-delà de ça aussi de ce qu'on va trouver. Donc, il faut vraiment être au clair avec ça de pourquoi je le fais. Est-ce que je suis prêt à entendre aussi ce qui va m'être dit. Voilà, c'est des choses à réfléchir en amont du pourquoi et est-ce que je suis prêt, est-ce que j'ai les épaules à ce moment-là, parce qu'il y a des moments qui sont plus ou moins propices hein, pour y faire face et y réagir. Euh, et du coup, quand on peut, est-ce que j'ai le bon entourage aussi derrière en cas de coup dur dans mon chemin vers le diagnostic ou l'autodiagnostic, quoi. Donc, un diag, c'est compliqué parce que ça ne représente pas une réalité précise. Il faut savoir qu'un diag, ça ne représente pas une entité clairement identifiable. C'est pas comme le sida, ou une particule précise, ou une maladie, ou un virus précis.
Les diagnostics, ce sont des chercheurs et des médecins qui se réunissent pour discuter de comment on classe les gens qui ont des problèmes. Et ce classement, il dépend alors des époques et des connaissances scientifiques du moment. Le classement, il change donc si tu rentres dans les critères d'une pathologie, dans 20 ans, il est possible qu'elle ait changé de nom ou que tu n'en fasses plus partie. Parce que Donc ça, c'est vraiment, je pense, aussi une particularité de tout ce qui va être, on va dire, trouble psy, entre guillemets. C'est effectivement que bah, c'est des discussions scientifiques à un instant T et on voit que ce classement, il est mouvant. Les frontières, elles sont parfois un peu floues. Un peu plus que dans, on va dire, les pathologies physiques et encore que. Parfois, vous avez ce qu'on appelle les diagnostics d'exclusion, c'est-à-dire ça peut être le cas, par exemple, pour certains patients, pas tous, mais qui ont LR dans l'os, et d'autres pathologies, où en fait, par rapport aux symptômes du patient et à toute l'anamnèse, euh, dire bon, ça peut être ça, ça, ça. On va faire des examens pour éliminer en fait au fur et à mesure. Et si tous les examens sont négatifs, bah, il nous reste, en espérant qu'il n'y en ait qu'un, une dernière possibilité. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un diagnostic d'exclusion. On n'a pas de preuves précises, mais on a tout ratissé. Il n'y a rien qui est revenu positif, donc il ne nous reste plus que cette solution. Donc, hormis ces cas-là, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus ou moins facile dans des pathologies classiques, enfin pas classiques, mais physiques, et encore que ça se discute. Mais pour, en tout cas, tout ce qui va être psy, effectivement, là, les contours sont beaucoup plus flous, quoi. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, quoi. Je connais une petite jeune qui envisage un diag TDAH car persuadée d'en souffrir au sens souffrance. J'ai la crainte qu'il cherche plutôt un bouclier face à ses stress à brandir en disant je suis TDAH donc ça je peux pas, ça c'est difficile, on devrait me ménager, etc. Mais n'envisage aucunement une thérapie, traitement, etc. Après, est-ce que c'est une étape vers, après, la thérapie? Ça dépend du chemin qu'il prendra, en fait, par rapport à ça. Et déjà, est-ce qu'il a vraiment un TDAH aussi? Est-ce que, c'est le bon diagnostic? Est-ce que c'est pas autre chose? Après, si c'est vrai que c'est le pourquoi, c'est juste, bah, d'avoir la certitude pour rentrer dans la case, sans que ça lui apporte quoi que ce soit. Parce que c'est quand même, je pense, le but, théorique, en tout cas, d'un diagnostic, c'est, effectivement, de savoir, ce qu'on a, parce que mine de rien, ça fait toujours quand même du bien, même si des fois c'est pas agréable sur le coup, mais de savoir, qu'est-ce qui se passe, de mieux comprendre. Et après, bah, de savoir qu'est-ce que je fais de ce diagnostic. Est-ce que, enfin, d'être prêt aussi à ce que ça amène à un traitement. L'idée étant, en général, quand tu te demandes, enfin, quand tu vas vers un diagnostic, c'est que tu te sens pas bien et que tu veux aller mieux. Maintenant, si c'est juste pour valider et sans avoir cette idée d'aller mieux, c'est vrai que c'est un petit peu dur, quoi. Et coucou, Katara, comment ça va? Bon lurk à toi. Enfin, c'est pour ça que vraiment de savoir, d'établir bien clairement le pourquoi tu le fais. Je sais pas là, oublie si si tu peux discuter avec ce jeune, mais voilà, bien comprendre, enfin, ou l'amener juste à y réfléchir sans lui dire bah ça serait bien que, juste l'amener à réfléchir sur le pourquoi il veut aller faire un diagnostic, parce qu'en plus, le parcours par le diag TDAH ou même d'autres troubles neurodéveloppementaux, c'est pas toujours évident, quoi. C'est un coût et c'est pas toujours évident. Euh, il y a, je crois, c'est Karim, je ne sais pas s'il est en lurk ou pas, mais qui a un Discord sur le TDAH, si jamais. Il a mis le lien, je crois, dans le Discord, donc hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez avoir un peu plus d'informations. Mais oui, oui, d'essayer de le faire réfléchir au pourquoi il veut faire le diag, c'est toujours intéressant, quoi. les données auront changé et la société aura changé.
Donc garde bien en tête alors que le diag, c'est pas ton identité, on y reviendra, c'est pas quelque chose qui fait partie de toi. Et merci Gineska pour le raid. Et re-Anar, comment ça va? Merci, comment ça va Gineska? J'adore la Comment s'est science. passé ton live? J'espère que vous allez bien et bienvenue les raiders. Ça parle de santé mentale alors? Ça va bien. D'autodiag, je crois il me semble que c'est Gamecro qui avait envoyé ça sur le Discord et j'ai trouvé que c'était pas mal. Alors on regarde la vidéo tous ensemble et c'est très intéressant. Ouais, cool si ça va bien. Et bonsoir, pastèque et avocat, comment allez-vous? Tout, tout. Alors normalement le lundi soir c'est lecture, on a commencé par la lecture et on a fini le chapitre et comme je vais être un petit peu absente parce que je me fais opérer en fin de semaine, du coup on s'est dit bon on va partir sur une petite vidéo et voilà, l'autodiag, je trouvais que c'était hyper intéressant. Nous on était sur l'histoire des secrétaires très politisants sur le côté féministe et les origines du capitalisme médiéval. Ah cool. Hop, alors je fais le petit shootout. Tac. Faut que je trouve un raccourci pour le faire plus facilement. Eh ben écoutez, n'hésitez pas à aller voir du coup Ginesca si le sujet vous intéresse. Et oui, je suis déjà, bien sûr que je suis déjà. Je vérifie parce que des fois je me dis je suis et en fait j'ai l'impression que c'est une évidence et en fait non, je suis pas. En tout cas, soyez les bienvenus. Hop. Donc là, on a vu, on est au milieu de la vidéo. On parle souvent de santé mentale. Je parle de ma bipolarité notamment. Ah, oh, cool, intéressant. Mais moi, tu vois, c'est pas forcément mon domaine du tout. Mais je trouve ça hyper intéressant. Et comme j'ai toujours peur aussi de dire des bêtises en parlant de santé mentale, même si j'intègre ça, de toute façon, la santé, c'est santé mentale, santé physique et même sociale. C'est un tout, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Pardon, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Gaëlle, je fais de la vulga santé, je suis orthoprothésiste dans la vie et du coup, je fais du grand appareillage sur mesure. Et du coup, voilà, bienvenue et bonjour. Je serais intéressée, je pense, c'est dans les idées que j'ai à l'avenir, c'est de faire intervenir des personnes pour parler éventuellement de leur pathologie, que ce soit les MICI, les maladies inflammatoires chroniques, que ce soit de la santé mentale. Là, j'ai une personne, je me suis rapprochée d'une psy, mais je lui ai dit là, j'ai pas le temps avant de me faire opérer, mais pour parler du burn-out. Voilà, c'est des choses sur lesquelles j'ai vraiment envie de parler et de partager. Donc si jamais un jour, si ça t'intéresse, why not d'en parler ensemble, quoi. Que c'est vrai qu'en plus, je trouve que c'est intéressant de faire parler les patients parce qu'ils connaissent souvent mieux leur maladie que certains médecins parfois. Et puis ils vivent avec, et du coup c'est bien, ça permet aussi de faire tomber des fois certains a priori, alors pas que sur la santé mentale, hein, même sur d'autres pathologies. Et ça, je trouve ça cool. Et aussi, c'est toujours bête, hein, mais le fait de mettre d'humaniser aussi. On parle d'une pathologie qui peut, je sais pas, les gens faire ah ou machin, je sais pas quoi. Et le fait de mettre un visage, quelqu'un qu'ils ont vu, je trouve ça humanise la chose, et je pense que ça aide aussi à casser une certaine barrière derrière. Enfin bref, je sais pas si c'est compréhensible. Humaniser Ginesca, non. euh, Au diagnostic et à la médecine en général. On peut parler du rapport au diagnostic et à la médecine en général. Ah, c'est toujours, de toute façon, les diagnostics, la médecine, voilà, il y a des choses à améliorer. Après, est-ce que tu parles de médecine en général, du système de santé, des professionnels de santé, il y a des choses, oui, il y a des choses à redire. De toute façon, après, comme dans tout,
Je suis très modérée, t'inquiète, OK? Comme dans tout, il y a du bon, il y a du moins bon, quoi. Hem et le côté aussi, bah, système de santé qui part en cacahuète, n'aide pas. Il y a quand même des avancées, dans ce qui concerne, par rapport à la médecine en général. Je pense que, par exemple, le côté, alors psychosomatique dans le fait que, malade enfin, un patient, qui est malade, il faut intégrer les 2 dimensions. Certains médecins disent aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de maladie psychosomatique où toutes les maladies sont psychosomatiques parce qu'au final, les 2 sont vraiment intriqués. Votre système nerveux, il y a une partie qui est autonome et qui, réagit à ce qui se passe dans votre corps sans même que vous ayez, de pouvoir là-dessus et qui est, sensible bien sûr à comment vous vous sentez, dans la partie, on va dire, psychologique. Et du coup, on sait aussi que ça a un impact sur les récupérations ou pas. Enfin bref, les 2 dimensions sont intriquées et sont très difficiles à séparer et ça aujourd'hui, c'est, de plus en plus intégré alors qu'avant ça l'était quand même moins. Les médecins, n'avaient pas forcément quelque chose à faire de comment vous vous sentiez ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose, qui pourrait, expliquer, ce qui arrive, les symptômes et cetera, quoi. Donc voilà, mais il y a plein de choses à dire. De toute façon, je pense que en parlant de santé, les sujets sont assez vastes, quoi. Très, il y a plein, 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 plein de choses à dire. Vas-y, je dis pas quel autre, sont les logomorphes. Ah quoi? Je suis loutrée de vos propos. OK. Moi, je crois que vous êtes en train de papoter ensemble, oui, plein de super intéressant, oui, plein de trucs à dire. Ouais, ouais, non, il y a plein, plein de choses, quoi. Et tu disais que tu étais modérée, mais je suis modérée. En fait, j'aime bien essayer quand même de pas, basculer dans, c'est tout de la merde ou c'est tout bien, quoi. Il y a jamais, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, il y a beaucoup plus de nuances que ça et de choses qui peuvent influencer aussi, quoi. Mais au plaisir de discuter de cela, quand tu seras remise. Bah, pareil, avec plaisir. Je suis anti-psy réformiste, le terme exact. OK. OK, OK. Bah, tu vois, c'est des termes, je n'y connais strictement rien. Je n'y connais strictement rien. Donc il faudrait m'expliquer, me donner la définition. Je sais pas si tu as un Discord. Moi, je te mets mon Discord si tu veux venir, papoter, jeter un œil. Mais, et mettre par exemple la définition d'antipsy réformiste. Parce que je sais qu'il y a pas mal, enfin, c'est pas la première fois qu'on me donne des termes comme ça et j'ai toujours peur j'ai pas envie de dire de bêtises et j'aime bien apprendre aussi que vous m'appreniez des choses aussi. C'est cool, quoi. C'est trop cool. C'est comme Anar, à l'anarchie, j'avais pas la bonne définition. Maintenant, c'est mieux. Mais il suffit de demander et les gens y répondent parce qu'ils sont gentils, en fait. Enfin, pas tous, mais la plupart sont quand même gentils. Oui, les gens sont pas toujours patients. Oui, 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 puis enfin, ils comprennent pas qu'on peut pas tout, tout connaître, tout savoir. Après, puis en plus, il y a des différences aussi générationnelles. Hem, Moi, alors c'est fou parce que pourtant je suis dans le polyhandicap, en particulier polyhandicap infantile. Et toutes ces histoires de, par exemple, de validisme, j'en étais loin parce que pour moi, je ne comprenais pas que ça puisse exister, en fait. Et un jour, on a regardé un reportage, d'ailleurs à la base qui était pas là-dessus, mais au final, on est arrivé à ce genre de truc et waouh! J'ai entendu des propos, j'étais là: «Ah ouais, OK, je comprends, OK, d'accord». Et ça m'a, mais je pense que je suis peut-être sur certains trucs un peu trop bisounours ou voilà, quoi. Mais bon, tout ça pour dire qu'on apprend tous les jours et que c'est cool. J'ai vu qu'il s'est très récemment cassé la coiffe de l'humérus, la coiffe des rotateurs, je pense que tu voulais dire. J'ai au moins eu la décence de lui demander pourquoi il a fait ça et dans quel état d'esprit il était. On s'avère qu'il était bourré. Comme quoi l'état d'esprit est important. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux.
Et je pense que c'est la coiffe des rotateurs où il s'est pété l'humérus, parce que l'humérus, c'est l'œuf, c'est l'os, pas l'œuf, c'est l'os. Et la coiffe des rotateurs, c'est les muscles qui permettent notamment à l'épaule et à l'humérus de se maintenir en place. Mais dans les deux cas, le pauvre, il doit souffrir. C'est pas cool. Nous, l'anarchie, c'est le mal. Vous voyez, lapin, loup, bisounours, on va ouvrir une animalerie. Je suis contre, bien sûr. Ouais. Oui, oui, mais on parle de métaphore. C'est pour ça, bisounours, tu vois, ça n'existe pas dans la vraie vie. C'est un état d'esprit, bisounours. Après, je suis un bisounours quand même bien conscient hein, de ce qui se passe. Mais la connerie et la méchanceté humaine ne cessent malheureusement de me surprendre dans le mauvais sens. Donc, on nous aurait menti sur les bisounours. Non, ça existe, Gileska, t'inquiète pas, ça existe, ça existe. Pour de vrai, pour de vrai, pour de vrai. Oh non! Mais non, ça existe, Anna! Soyez pas triste! Bon, allez, on va reprendre tranquillement le reportage de Psycho Quack. Du coup, lui vient avec moi dans le déni. Ouais. Lui, il était donc, il est favorable à l'autodiag, puisque, par exemple, même de se tromper, il dit que ça fait partie du parcours, en fait, partie du chemin vers le diagnostic, et que aussi ça va permettre à quelqu'un qui ne serait pas forcément allé consulter, de finir par consulter et d'être accompagné. Par contre, il est en train de parler justement de the rules, des règles à respecter. Bien sûr, en numéro un, pas les réseaux sociaux. S'il vous plaît, les TikTok et compagnie, on oublie. Hein. Bon, il donnait l'exemple sur les TikTokers sur le TDAH, et bref. Donc, les réseaux sociaux, on oublie. Il mettait en garde aussi entre une ressemblance, enfin quelque chose qui peut, dans la définition, vous dire ah bah mais moi j'ai le même symptôme, machin, donc du coup moi aussi je suis je sais pas quoi. Et en fait attention parce qu'en fait ce sont, enfin comme il disait, être stressé, voilà, ça c'est des choses normales. Donc attention, attention à ça et de bien lire l'ensemble des définitions et des symptômes d'une pathologie. De ne pas s'arrêter aux premières lignes dans lesquelles on va très facilement se retrouver un peu tous parce que, encore une fois, ce sont des comportements normaux, quoi. Donc vigilance là-dessus. Autre point qu'il mettait, le numéro 3, checker l'environnement. Nous sommes le fruit de notre environnement. Donc, si vous êtes mal et que au final vous êtes mal dans certains contextes bien spécifiques, par exemple, je sais pas, au travail ou avec certaines personnes, peut-être au lieu de vous dire que c'est vous qui avez un problème, ce qui est un peu la facilité de notre société actuelle, c'est vous le problème, c'est pas l'environnement. En fait non, c'est peut-être l'environnement le problème. Donc peut-être y penser, garder ça en tête que nous vivons dans un environnement et que on peut cet environnement peut nous mettre mal. Autre point important, le 4, c'était à quoi ça me sert. Donc, jusqu'à tous les transferts, du coup, j'y vais. Ah, bonne soirée, le moche. Désolé pour le mauvais réseau. À tout bientôt sur la vie. Ouais. À quoi ça me sert? En fait, de bien savoir pourquoi on veut faire le diagnostic. Parce que, bien sûr, ça va avoir un coût, ça va prendre du temps et on va peut-être découvrir des choses, être confronté à des choses qui vont pas forcément, faire plaisir ou faire du bien. Donc il faut être prêt à tout ça et bien garder en tête l'objectif derrière la démarche et d'être au clair avec ça. Comme disait, Oubli parlait tout à l'heure d'un jeune qui veut faire un diagnostic de TDAH, mais elle a peur que ce soit juste pour avoir l'étiquette, mais pas pour être accompagnée derrière. Et plutôt pour se conforter dans le côté j'ai un TDAH, du coup, je peux pas faire ça, ou ça, je peux pas. Enfin, voilà. Et pas être dans la partie soin. Donc, vraiment essayer d'être au clair
sur pourquoi on le fait pour être prêt. Et salut, valeur anarchiste, comment tu vas? Être au clair du pourquoi, voilà, du pourquoi on fait la démarche pour être prêt aussi à affronter les choses et à aussi que cette démarche et que ce diagnostic nous soit le plus utile aussi possible. Voilà. Pouvoir aux avocats et aux pastèques du coup. Hem, Moi je me dis toujours que c'est les autres. Ah beh, après, ça peut, hein. Ça peut, hein. Pour ça que j'évite les diagnostics et les médecins. J'ai peur qu'ils se trompent et m'annoncent que je suis pas une loutre. Après, comme on a mis une petite, quand même là, on parle d'autodiagnostic psy. Pour les autodiagnostics de pathologies, on va dire, physiques, je mets plus de réticence à l'autodiag parce que ça va créer un biais qui va faire que, déjà vous allez vous paniquer à vous dire: «Ah, j'ai toutes les maladies du monde» parce que quand on va sur internet, voilà, on a direct un cancer. Heu en plus ça va du coup vous allez avoir un biais en expliquant vos symptômes, aux professionnels de santé que vous allez rencontrer qui est que, bah, vous allez appuyer sur ce que vous avez lu et ce que vous croyez avoir et vous allez mettre de côté certains symptômes qui pourraient être très importants, voire essentiels dans le diagnostic de votre vraie pathologie. Donc beaucoup plus méfiante par rapport, à ce type de diagnostic parce que là, effectivement pour les diagnostics psy, ben, on a quand même plus de difficultés à aller voir un psy. Alors qu'un médecin, peut-être que vous allez plus facilement aller consulter. Donc vraiment, moi plutôt mitigée sur, l'autre partie. Par contre, une fois que vous avez un diagnostic, d'aller vous renseigner sur internet pour vous approprier, enfin pour mieux comprendre, mieux connaître et vous approprier aussi votre pathologie et être acteur, dans ce qui se passe, oui et en plus pouvoir éventuellement trouver de l'entraide, des associations, des groupes de parole et cetera. Là oui. Mais avant, à éviter, à éviter, à éviter. Hem, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a que des modèles utiles pour aller mieux. Oui. Une autre, le cinquième diag différent de réalité, qu'est-ce qu'il disait exactement? Qu'est-ce qu'il disait exactement? J'ai oublié déjà. On va remettre un petit peu, ah oui, il y avait aussi, il disait: «Attention, si la victime est témoin, c'est chelou dans le hein? Quoi? De? J'ai eu besoin du diag de mon psy pour savoir ma neuropathie». Bah, après d'avoir un diag validé ensuite par un professionnel de santé, c'est important. L'idée, ça reste quand même l'autodiag, il le présente plus comme, le chemin qui, in fine, va t'amener, vers un professionnel de santé pour, confirmer, infirmer ou peaufiner, on va dire, le diagnostic. Parce qu'effectivement, bah, il y c'est important derrière pour, tout ce qui va être accompagnement, éventuellement soins, médication, enfin voilà. Effectivement, hein, l'autodiagnostic, ne va aider pour partie, mais peut être difficilement considéré comme une fin en soi. C'est vraiment une partie du chemin pour certaines personnes. Donc, voilà. Et oui, il disait que aussi, et ça c'est plus valable, même si on peut retrouver aussi certains diagnostics qui présentent un peu les mêmes similitudes. Dans tout ce qui est troubles psy, le truc c'est que ce sont des définitions données par les scientifiques à un instant T qui sont assez mouvantes. Donc parfois,
en fait, ça ne décrit pas forcément une réalité, puisque à un instant T, vous pouvez avoir une définition, puis à un autre moment, en fonction des évolutions scientifiques, de la société, etc. Oui, je me suis dit, je pensais plus que c'était neuroatypie. Parce que déjà, neuropathie, je pensais plutôt neuroatypie. Mais oui, mais après, t'en as eu besoin pour toi, Enfin, est-ce que t'es passé par l'autodiagnostic avant et c'était entre guillemets l'apothéose de ton chemin ou je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs, mais ou c'était aussi par rapport peut-être à de l'administratif, enfin le fait d'avoir cette reconnaissance là, je sais pas, mais en général, c'est vrai qu'il y a tout un parcours avant ce diagnostic, quoi. Hem, donc oui, voilà, méfiance, enfin, juste avoir conscience que c'est pas une réalité, c'est pas un virus, c'est pas un machin, il y a pas une étiquette hyper précise. Ce sont des définitions qui peuvent être un petit peu, changeantes, d'un temps à l'autre et qu'il faut aussi avoir ça en tête, quoi. Hem T'as quitté une discussion, pareil, on essaie de connaître le lien entre les canards et l'anarchie et on est mis dans l'enquête car sociologie de l'esclave, je l'ai dit, c'est 22, c'est victime. OK, 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 d'accord. Je suis en train de me dire qu'un autodiagnostic, c'est juste une introspection en fait, non? Parce que un diagnostic, c'est une introspection mais guidée, par un professionnel avec en plus l'étiquette officielle pour le prouver, dans son école ou autre. Bah, ça dépend, en partie, d'autant plus dans le cas d'un autodiag, psy. Hem, mais pas que quand même, parce que pas uniquement. Ça en fait partie, j'ai l'impression, mais je dirais pas uniquement, mais c'est flou, hein, ce que je suis en train de dire, mais parce que je vois ce que tu veux dire, mais j'ai l'impression que ça omet une partie quand même, du chemin de l'autodiagnostic. Parce qu'il y a effectivement, c'est peut-être pour ça, il y a effectivement une part d'introspection, enfin d'apprendre à se connaître, de regarder un petit peu, d'essayer de comprendre tout ça, mais il y a quand même aussi cette partie recherche, compréhension à côté. Tu vois, c'est un peu un mélange des deux. Et le diagnostic, enfin, va se faire sous différentes formes, donc je sais pas. Mais il y a une partie, effectivement, c'est pas faux, hein, il y a une partie introspection, mais voilà, mais peut-être que enfin, je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Je pense que c'est pas que ça, mais j'arrive pas à trouver ce qui me manque, tout de suite, à part ce côté recherche et compréhension, des définitions, faire les parallèles et cetera qui est en dehors du côté introspectif, de la démarche, quoi. Le souci avec la psychiatrie est aussi que les gens s'y confrontent au pire moment. Plus on peut consulter tôt et créer des rapports de confiance et mieux ça se passe. Malheureusement, il n'y a pas la possibilité de faire cela et les gens découvrent la psychiatrie dans sa partie la plus violente, c'est-à-dire aux urgences, qui n'ont pas de moyens. Oui, c'est ça qui est triste aussi, c'est qu'aujourd'hui, bah, le système de santé va mal, mais la psychiatrie et même la prévention, enfin pas la prévention, mais la prise en charge même avant d'arriver dans les urgences psychiatriques, bah, c'est la merde, quoi. Il y a des petites avancées, hein, on disait maintenant il y a 12 séances, de psy qui peuvent être prises en charge, qui peuvent être prises en charge, remboursées par an. Mais il faut trouver un psy qui adhère à ce truc-là, et caler après des rendez-vous derrière avec cette personne. Donc bon, ça reste un peu limité. Mais oui, oui, il y a un problème effectivement, de pouvoir, mais c'est comme pour tout, hein. Vaut mieux la prévention,
parce que bah, justement, on va avoir un suivi plus soft et on va pas être obligé d'arriver dans une situation catastrophique où au final, vous allez devoir finir par passer sur une table d'opération, quoi. Et c'est pas forcément comparable aux urgences psychiatriques, mais dans l'idée, voilà, c'est pas le meilleur moment de votre vie. Et si pour plein de pathologies aujourd'hui, si on fait de la prévention, si on fait une prise en charge très, enfin précoce, on n'a pas besoin d'en arriver à ces extrêmes-là. Et en plus de ça, là où c'est aberrant, c'est que tout ça coûte beaucoup plus cher que si on avait pris les choses à temps, beaucoup plus tôt. Donc bon, mais on en est loin encore hein, de cette logique-là et de cette, enfin ouais, d'arriver à ça, quoi, d'avoir un système de prévention et de soins et de prise en charge précoce. Ça, c'est pas encore ça, hein. Bah, j'avais besoin de réponses et de certitude car j'ai toujours eu une sensation de ne pas être dans le moule en gros. Je vois très bien, après je me suis toujours demandé est-ce que, cette sensation de pas être dans le moule ou d'être, un peu l'extraterrestre, est-ce que c'est pas un peu ce que tout le monde ressent? Parce qu'on est tous différents, mais peut-être que c'est, une particularité de la neuroatypie, je ne sais pas. J'ai pas de enfin moi je suis pas j'ai pas de diagnostic là-dessus personnellement, mais je vois ce que tu veux dire. Je comprends tout à fait cette sensation. Et après hem, est-ce que ça t'a le diagnostic t'a apporté vraiment quelque chose, par rapport à, est-ce que ça t'a aidé justement à par rapport à cette sensation-là, à te dire, «OK, bah, du coup, je comprends mieux et OK, c'est normal, je suis pas fou, je suis pas vraiment un extraterrestre», et en plus de ça, potentiellement, est-ce que tu as rencontré du coup, tu dis: «Ah bah, d'autres personnes, qui» enfin, est-ce que ça t'a enfin, voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, derrière ce diagnostic? En plus des réponses, bien sûr, parce que c'est vrai que, bah, de comprendre pourquoi il y a ce malaise-là, de se sentir, hors du moule comme un extraterrestre, enfin, c'est pas toujours agréable comme sensation. Est-ce que ça t'a vraiment soulagé, le diagnostic? Tu as modifié des choses du coup derrière? Est-ce que tu as fait une relecture aussi, potentiellement juste un petit peu de ton vécu, par rapport à ça? Et compris aussi de nouvelles choses? Enfin, je sais pas, j'ai plein de questions du coup derrière de qu'est-ce que ce «diagnostic posé» entre guillemets officiellement, t'a apporté, à en dehors de la réponse, on va dire, de cette neuroatypie, quoi. Moi, l'autodiag m'a permis de comprendre et d'expliquer a posteriori ce que j'ai vécu. Bah, je suis un peu dans cette case-là, Anna, je suis un peu dans ce truc-là d'autodiag plus ou moins. Et effectivement, j'ai eu la même relecture, de mon histoire et une compréhension beaucoup plus fine et beaucoup plus juste, je pense, des choses. Des choses que j'avais, attribuées, uniquement à certains trucs, bah, j'ai compris des choses, quoi. J'ai compris des choses, j'ai compris aussi certaines de mes réactions où j'étais là: «Mais pourquoi tu réagis comme ça alors que?» Mais bon, c'était viscéral, enfin bref. J'ai eu ce côté relecture. Après, c'est de l'autodiag aussi, donc ça vaut ce que ça vaut. Après ça m'a quand même, fait du bien malgré tout. Et voilà. Et je suis, enfin voilà, je vois une psy, régulièrement, mais j'ai envie de dire, ça a pas forcément de rapport avec ça. Voilà. Heu, Sans psy, je n'aurais jamais pensé à ce diagnostic. OK, OK, OK. Oui, c'est vrai qu'après c'est le hasard. Enfin moi, c'est le hasard, hein, qui m'a amené à l'autodiag, hein. J'étais pas du tout partie dans cette démarche, c'est vraiment purement par hasard, quelqu'un qui m'a parlé d'un truc, en me disant: «Tiens, ça me rappelle un peu toi», et puis, j'ai farfouillé un petit peu, j'étais voir ce que c'était et je fais: «Ah ouais, tiens, peut-être, ouais», et puis de fil en aiguille, mais j'ai pas après, ouais, j'ai pas été diagnostiquée, quoi. Donc en fait, il y avait quand même une souffrance qui t'a amené à consulter et c'est là que tu as eu un diagnostic, quoi. Oui, le diag m'a aidé socialement, mon décalage, mais je vais aussi, dans des cercles de parole, entre mêmes diag et c'est un soulagement d'être à la même vitesse, sinon j'apprends à être plus pédagogue avec les autres. OK, cool, cool, cool.
Ah, c'est vrai que se sentir moins seul, du coup, ça aide. Parce que si tu le fais, je sais pas si tu as le même sentiment, Anna, mais si tu fais cette démarche potentiellement sans un diagnostic officiel, il y a le syndrome de l'imposteur qui vient très, très, très vite s'infiltrer là-dedans. Mais bon, après, ça dépend aussi de l'entourage, hein. Moi, enfin, je suis bien avec les gens qui m'entourent, donc j'ai pas forcément ce besoin-là, mais ça aide quand même à se sentir moins seul quelque part. Je sais pas, c'est bizarre ce que je dis, mais voilà. Pour le diagnostic de ma bipolarité, le psychiatre m'a expliqué le diagnostic différentiel et ensuite m'a donné les outils pour identifier quel diag collait le mieux avec ma problématique. J'étais à l'origine de chaque choix de soins. Ah, ça c'est cool. Du coup, tu es vraiment acteur dans ta prise en charge. Ça, c'est top. C'est vraiment top. J'ai loupé une partie de la vidéo, j'ai loupé des infos. Bah, je sais pas où est-ce que tu en étais, le plaid, donc ça va être difficile de te dire qu'est-ce que tu as loupé. Dans les 4 points, là, je viens de refaire un récap de ce qu'on a vu, parce que du coup, il y a Ginleska qui a raidé. Ouais, en plus, t'es arrivé, je pense, il y a 25 minutes, mais c'est pas grave. On a refait un petit résumé. Mais en même temps, c'est super intéressant, tous les échanges. Enfin voilà, tout ce que vous dites, c'est hyper intéressant. Ouais. Urgency, c'est le moment en médecine où tu administres potentiellement des soins sans le consentement du patient. Les dérives sont très rapides. Ouais, 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 ouais. Euh, Si quelqu'un veut faire un résumé à Le Plaid, oui, le dire, mais ah oui, c'est vrai. C'est bon, ça j'ai lu. Désolée, j'ai mis le bazar. Non, mais t'inquiète, on est très fort ici pour mettre le bazar tout seul comme des grands. Oui, je m'étire, oublie, je vais boire un coup à ta santé. J'avoue que ça va faire du bien, parce que là, bazar, vous dites bazar? Toi, tu dirais anard, non? Comme c'est bazar. Je disais ça pour ce que j'ai dit plus haut, dans le sens où je dis peut-être n'importe quoi. Ah! Non, mais le bazar, les digressions ici, on a beaucoup. Et au final, là, c'est une digression qui est dans le sens du sujet. Alors, des fois, on arrive à s'éloigner beaucoup plus du sujet. Donc, tu vois, merci Anna. Donc, au final, c'est pas vraiment une digression, mais une discussion sur le sujet. Voilà, tout simplement. Allez, on va repartir sur la vidéo. Claque tes oreilles. Enfin, je vais le faire quand même en plein écran, c'est plus drôle. Eh, chaton, petit Joe, tu fais avec moi? Petit Joe? Et voilà, vous allez plus le voir du coup, avec le chat émoticône. Vous avez pu le voir, il va venir sur mes genoux. Mais moi, je le verrai, j'aurai droit à un câlin. Nananer. Ouais, il est trop mimi. Il est trop, trop mimi. Bon, ils sont trop mimi, hein. Il y a aussi Asia qui doit être quelque part dans le coin, hein. Mais j'invite à aller voir des pros pour mieux se connaître, en tout cas. Ah, mais enfin, quand on trouve la bonne personne aussi, hein, je disais ça au début du sujet, hein, c'est bien aussi de voilà, aller voir un psy ou même n'importe quel professionnel de santé. Vous allez peut-être pas tomber tout de suite sur la bonne personne qui vous convient. C'est bien de se sentir à l'aise avec la personne, que ça se passe bien. Enfin voilà, il y a vraiment ce qu'on appelle le feeling en gros, qui est important. Donc voilà, ayez bien ça en tête quand vous faites ce genre de démarche. C'est pas le premier forcément qui va marcher. Éventuellement, moi je sais que la personne qui me suit aujourd'hui, ça a été du bouche à oreille, hein, c'est une amie qui m'en a parlé. Donc potentiellement, vous pouvez demander aussi éventuellement conseil, ça peut aider. Voilà, voilà, voilà. Oui, dur de trouver la bonne personne, testez-en plusieurs. Lisez bien les descriptions, évitez les pseudosciences. Oui, aussi, aussi, aussi. Tout à fait, Ginleska, ouais. Ouais, ouais, faut vraiment bien, bien faire attention à ça. On parle de psychanalyse, je blague, oui, oui, oui. À éviter, à éviter. Oui, la psychanalyse n'a rien à faire dans le soin, oui.
Le milieu trans et féministe s'échange des listes. OK, cool, intéressant à savoir. Bah, n'hésitez pas. Alors là, les liens ne sont pas supportés, mais si vous avez des adresses ou des trucs comme ça à partager dans le Discord, je vais remettre. Pourquoi j'ai fait ça? Dans le Discord, je sais qu'aussi, alors j'ai plus le nom, mais une époque, il y avait une liste pour par rapport aux gynécos aussi, aux gynécos et en particulier les gynécos qui étaient LGBT friendly. Parce que parfois, quand vous dites bah, que vous êtes lesbienne, ça passe pas forcément très bien. Et pour éviter la maltraitance, autant prévenir que guérir. Je voulais vous montrer du coup non, c'est pas là-dedans, ça doit être dans Coin Blabla. Voilà, je vais vous montrer vite fait. Ouais, je vais le mettre en grand quand même. Dans Quoi Blabla, vous avez questions et entraide et là vous avez plusieurs forums. Alors vous pouvez en ouvrir un aussi si vous avez des questions, des choses comme ça. Vous pouvez regarder ce qu'il existe déjà. Tac, je vais fermer ça. Je peux pas zoomer. Ah, j'espère que vous voyez bien. Bref, dans cette partie questions et entraide du Coin Blabla, il y a annuaire, contact, asso, qui contacte et quand. Et ici, vous pouvez rajouter des liens d'association ou des numéros ou enfin voilà, sur plein de types de sujets autour de la santé mentale, patho, voilà, tout. L'idée, c'est d'essayer de centraliser bah, les infos pour que si quelqu'un a besoin d'aide sur telle ou telle chose, bah, il puisse trouver éventuellement les infos ici. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si vous ne les mettez pas là et que vous les mettez ailleurs, au pire, je les reclasserai. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais voilà, n'hésitez pas à faire circuler les infos. Allez, on est reparti sur je suis adhérent Discord et j'en suis très satisfait. Merci, Chilaska. Donc, on est reparti sur le reportage. On va y C'est une arriver. façon dont les gens Attendez, je vais vont te revenir un tout petit peu changer en et la arrière. société aura changé. Donc garde bien en tête alors que le diag, c'est pas ton identité, on y reviendra. C'est pas quelque chose qui fait partie de toi, c'est une façon dont les gens vont te classer. Et ce classement, il peut avoir une utilité, comme j'en discutais sur une vidéo sur est-ce que les diags... Pourquoi pas dans Blabla? Dans le coin de Blabla, il y a un salon Blabla, donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs, j'en profite, désolée, hein, je fais encore une dernière aparté. Dans le coin Blabla, donc vous avez Blabla où là on met toutes les conneries. Alors ça d'ailleurs, c'est mon setup, si vous l'avez pas vu, il est dans le Blabla. Et j'ai créé aussi un salon vocal Sentez-vous ensemble si jamais vous avez envie de papoter ensemble. Alors dites-moi s'il marche ou s'il marche pas parce que j'espère que j'ai bien tout paramétré. Mais voilà, vous avez un salon vocal si jamais. N'hésitez pas à l'utiliser si vous en avez envie. Voilà, voilà. Hop. On est pour ou on est contre. Ça a une utilité parce que selon comment on te classe, ça peut te donner accès à des articles qui t'expliquent comment marche ta pathologie, comment toi tu marches en tant qu'être humain et quelles solutions tu peux mettre en place. Donc ça a des utilités, cette façon de classer les gens, mais ça a des inconvénients aussi. Je te laisse aller voir la vidéo au cas où. Et le classement des gens en fonction... Oui, aucun classement n'est parfait dans tous les cas. Comme on disait il y a 2 secondes, rien n'est tout blanc ou tout noir. Voilà. Il y aura toujours des pour, des contre, des côtés positifs, des côtés négatifs. On fait au mieux. de leur pathologie, il est bordélique à faire parce que la réalité, elle est bordélique. D'où le point suivant, c'est que comme la réalité est bordélique, quand tu as un symptôme ou quand tu as un problème, il ne faut pas chercher la case dans laquelle tu vas rentrer, il faut chercher toutes les cases dans lesquelles tu peux rentrer potentiellement. Oui, comme ça ressemble beaucoup, pas se fixer peut-être sur un truc, mais élargir vraiment, voilà. Il y aura des ressemblances avec beaucoup de choses, comme on disait, hein,
c'est un peu le propre de ce type de diagnostic et d'autodiagnostic. C'est pour ça que peut y avoir aussi des erreurs de diagnostic, même, même avec des professionnels de santé d'ailleurs, hein. Donc voilà, avoir gardé bien ça en tête, que des ressemblances avec plusieurs pathologies, il y en aura. Donc voilà. Moi, pour savoir comment je marche en tant qu'être humain, je vais sur la chaîne de Sentez-vous curieux, on y apprend des choses sur la bipédie. C'est pas faux. Et en plus, à la base, pour ceux qui sont arrivés entre-temps, à la base, on était sur la lecture du livre «Comment nous sommes devenus bipèdes» ce soir, et voilà, et comme on a fini le chapitre, on n'a pas continué, mais c'est voilà, d'où le jeu de mots, d'oubli. Quand on est malade, on a peur, on veut des certitudes, mais la science n'est pas dans ce paradigme. Effectivement, surtout par rapport à ça. Parce qu'effectivement, un virus, tu peux l'identifier, certaines pathologies, tu peux les faire un diagnostiquer avec un test précis, etc. Sur tout ce qui va être psy, c'est beaucoup plus délicat que ça, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ressemblances avec plusieurs pathologies, et que même dans les définitions, etc., dans le classement, eh ben, ça bouge en fonction des évolutions de la société, des recherches. Enfin, donc, et ça, c'est pas forcément évident, effectivement. Euh, et après, même, je dis que même, enfin, même vous avez des pathologies non psy qui sont aussi un peu dans ce cas-là, qui sont un peu floues et qui sont, ce que je disais, des diagnostics d'exclusion. On n'a pas de test pour trouver la pathologie avec certitude. Donc, on fait les tests de ce qu'on pense que ça pourrait être autrement. Et c'est après, une fois qu'on a tout fait, qu'on a exclu tous les autres, que on s'arrête sur ce diagnostic. Donc, ça arrive aussi en dehors du diagnostic uniquement psy. Mais oui, oui, les médecins ont du mal à dire, hein, je ne sais pas aussi, hein, parce que bah, la science. Oui, et les médecins prennent souvent la posture du sachant pour rassurer, mais cela mène à la déception quand ils se plantent. Oui. Donc, c'est vrai que là-dessus, alors, il y a eu peut-être un petit début d'ouverture avec le Covid, où certains se sont remis en question en disant il faut qu'on apprenne à dire qu'on ne sait pas. Mais c'est pas encore hyper flagrant, malheureusement. Mais effectivement, après, c'est vrai que, en étant honnête avec soi-même, est-ce que vous seriez rassuré si un médecin vous dit je ne sais pas, ou si un médecin vous dit il sait et se plante après? C'est difficile, quoi. Parce que je vois, j'ai un copain, et je crois qu'il avait un souci de dermato, je sais plus ce que c'était. Et il a été voir quelqu'un une fois qui lui a proposé un traitement. Et le traitement n'a pas fonctionné. Et plutôt que d'aller retourner voir la personne, il a fait bah, elle n'a pas trouvé ce que j'avais, je vais voir quelqu'un d'autre. Il s'est dit je vais aller voir quelqu'un d'autre. Au final, je ne sais même pas s'il a reconsulté depuis. Bref. Et en fait, je lui dis, mais t'es pas retourné la voir, mais en même temps, bah, parfois, on fait un traitement parce que le diagnostic, on fait pas forcément systématiquement des tests. On va, par rapport à ce que le patient nous dit, c'est le principe de l'entonnoir, on élimine les trucs et on garde le plus évident. Mais en sachant que le plus évident, imaginons, c'est celui qui a peut-être 80% de chance, mais il reste d'autres petites choses à côté où il y a moins de pourcentage de chance, mais on va commencer par le plus évident, qui peut paraître logique. Et du coup, bah, si ça n'a pas marché, bah, au final, c'est une façon d'éliminer ce diagnostic le plus évident. Donc, si le patient ne revient pas voir le professionnel de santé en disant bah, vous m'avez donné tel traitement, ça n'a pas fonctionné, ben en fait, le professionnel de santé ne peut pas donner le bon traitement de son diagnostic qui était le moins évident derrière. Enfin, j'espère que c'est assez clair, mais il faut avoir ça en tête que parfois un traitement est une façon d'exclure ou non une pathologie. Et après, bon, ce serait bien que le médecin le dise, mais en même temps, si le traitement qu'il donne dans 90% des cas, voire plus, ça fonctionne, il n'y a pas de raison forcément de l'expliquer. Mais en tant que patient, il faut quand même essayer d'avoir ça en tête. Donc pas forcément, sauf si ça s'est très mal passé avec ce praticien, mais il faut avoir ça en tête que, hop, que
un traitement est aussi une façon d'exclure, enfin un traitement qui échoue est une façon d'exclure aussi un diagnostic potentiel, quoi. Le problème qui peut arriver avec l'autodiag, c'est Doctissimo. Ah oui, oui, non, mais de toute façon, sur les diagnostics de pathos, on va dire plus ou moins classiques, faut éviter les sites qui sont pas, enfin voilà, Doctissimo et tous ces trucs-là. Et encore une fois, l'autodiag en dehors de l'autodiag psy n'est pas forcément à recommander, loin de là, quoi. La psy, ça reste une science jeune, donc ça évolue beaucoup. Oui, aussi, aussi, aussi. Oui, après encore quelques années, on hésite un peu entre, RCH et Crohn, donc rectocolite hémorragique et Crohn, me concernant tant les 2 maladies sont proches. Oui, là, c'est vrai que les symptômes, ouais, ça peut, en fait, c'est dans les atteintes que tu vas avoir et puis même dans Crohn, je sais que mon petit frère, il a Crohn et dans Crohn, c'est pareil, vous avez, enfin, différents niveau entre guillemets. C'est le Crohn va pas s'exprimer chez tous les patients qui ont Crohn de la même façon. Lui, non seulement il a un traitement qui fonctionne, euh, mais a priori, il aurait une forme qui est pas la plus agressive, on va dire. Après, est-ce que c'est lié au traitement et à la prise en charge tôt? Je sais pas. Mais par exemple, s'il est pas, ça fait plusieurs années, il n'est pas encore passé sur le billard, quoi. Alors qu'en général, Crohn, moi, l'image que j'avais de Crohn quand j'étais plus jeune, et notamment quand il a été diagnostiqué, c'est qu'on finit par te couper des bouts régulièrement de ton tube digestif, quoi. Donc oui, oui, après, mais après, je sais pas s'il y a une grosse différence entre les 2 traitements, entre, la rectocolite hémorragique et Crohn. Après, les 2 touchent le tube digestif, donc je crois que la seule différence, c'est que Crohn, c'est vraiment de la bouche à l'anus et que la rectocolite hémorragique, c'est vraiment plus bas, quoi. Je préfère qu'il me dise: «Je ne sais pas, je vais donc d'abord me renseigner et ou vous indiquer un confrère, consoeur». Bah oui, c'est vrai que ce serait logique, mais je ne sais pas si tous les patients sont prêts. Par exemple, aller voir un médecin et se retrouver à sortir de chez le médecin sans ordonnance, parce que je crois que les Français, on est un des plus gros consommateurs de médoc, ça peut paraître inconcevable pour beaucoup de personnes. Et du coup, souvent, vous vous retrouvez avec au moins une ordonnance de Doliprane ou de conneries comme ça, quoi. Donc bon. Alors que le Doliprane, en soi, c'est pas un traitement, hein. Moi, j'aime la franchise, donc je suis plutôt, serein quand on me dit: «Je ne sais pas». Donc ouais, pour l'instant, vous êtes plutôt, côté, «Dis-moi si tu sais pas», quoi. Après, moi, je suis plutôt comme vous, hein. J'aurais plutôt tendance à dire, à mes patients: «Je ne sais pas», mais après, mon engagement, je suis pas médecin généraliste, je fais pas de diagnostic, donc quand je dis: «Je ne sais pas», c'est pas dans la même chose, quoi. Ou quand j'étais, parce qu'à une époque j'étais comptable, c'est arrivé dans ma vie, je sais pas ce que j'ai foutu, il y a eu un problème à un moment quelque part, bref, que j'étais en stab avant, enfin bref, j'ai un parcours assez atypique, mais bon, c'est arrivé un moment de ma vie où j'étais comptable et c'est vrai que je n'avais aucune difficulté à dire à mes clients, je ne sais pas, je vais me renseigner. Heu et je trouve que c'est plus serein, enfin moi en tout cas je me sens mieux, de faire comme ça. Mais bon, je pense qu'il y en a qui apprécient, d'autres qui apprécient pas, genre, incompétence, enfin bref, je sais pas trop. Moi si le médecin me dit: «Je sais pas», je vais clairement consulter un autre qui sait. Alors pour de vrai, non, mais je comprends que des gens fonctionnent comme ça. Ouais, ouais, mais là après l'exemple de mon pote, c'était juste le traitement qu'on lui avait donné n'avait pas fonctionné et du coup, il s'est dit: «Bah, je vais pas retourner le voir» et je trouve dommage parce que moi, avec le peu de trucs, que je savais, je sais plus, enfin, je sais plus ce que c'était, mais je lui disais: «Mais en fait, le traitement qu'il t'a donné, je sais pas, c'était peut-être un traitement, enfin bref». Du coup, si c'était autre chose par rapport à ce qu'il avait, bah, ça pouvait expliquer, je lui ai dit un truc à ce moment-là, je ne sais plus ce que c'était, mais bref, il y avait une autre possibilité, du coup et que, bah, là, c'était juste on avait enlevé, la première possibilité et que, bah, l'autre possibilité restait toujours et que du coup, bah, on avait la réponse au final, quoi. Donc en fait, il aurait pu avoir un traitement à ce truc qui l'emmerde
Mais du coup, il s'est juste arrêté. Ah, ça n'a pas fonctionné, donc c'est pas un bon médecin. Dommage. Mon psychologue m'a dit qu'il était pas compétent et qu'il fallait un psychiatre. Il avait raison et je retourne le voir avec confiance. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Tous les autres psys avaient essayé de gérer le problème psychiat avec des techniques non appropriées et sans diag. Ouais. Mais oui, c'est garde ton psy. Très ça, c'est vraiment appréciable, hein, les gens qui reconnaissent les limites, de ce qu'ils sont capables de faire, dans leur profession et qui ont aucun problème à renvoyer, vers un autre professionnel et je pense que c'est, la vision que j'aimerais, enfin, après les jeunes dans le médical et paramédical commencent à avoir cette vision, mais vraiment ce truc de travail en équipe, en fait. Un patient, c'est pas enfin, c'est voilà, chacun a sa spécialité, quoi et le travail en équipe de ce côté-là, ce serait cool. Donc quand vous trouvez un professionnel qui sait vous renvoyer vers quelqu'un d'autre, au besoin, enfin, ouais, gardez-le. Enfin, si vous vous sentez bien avec, bien sûr. Je trouve que le capitalisme aide pas, genre le médecin doit avoir la réponse maintenant sur ce rendez-vous, 0 temps à côté pour chercher, pas de proposition de revenir après recherche. Il y a ça aussi qui aide pas, dans le domaine de la santé, mais pas que et c'est vrai que, bah, notamment aux urgences, hein, c'est un peu ce qu'on voit, c'est que, bah, il faut évacuer les gens, donc on va poser un diagnostic à la va-vite, pour que ça sorte vite, sans trop, se creuser, prendre la tête. Mais effectivement, c'est lié, pas au fait que les gens veulent pas forcément trouver vraiment le problème et prendre le temps de trouver le problème, ils n'ont pas le temps. Donc ça rajoute un problème quoi, ça c'est clair, hein. Vraiment les RCH sont fortement dérivés de Crohn en fait, tout comme les traitements de la spondylarthrite ankylosante, sont fortement dérivés de la polyarthrite. Oui, la polyarthrite en fait, spondylarthrite, ça va plutôt du coup être les vertèbres. Alors que la polyarthrite, va toucher, plutôt les autres articulations. Alors je sais pas si ça touche les vertèbres aussi, mais c'est un peu le même type de pathologie aussi, ouais. Il n'y a pas eu énormément de recherches sur ces maladies en elles-mêmes. Elles profitent beaucoup des similarités. Pour ça qu'au final, mon traitement n'est pas parlant et nécessite que je précise la pathologie aux professionnels de santé. OK, OK, OK. Mais c'est vrai, bah, après c'est ouais, c'est des maladies, après, souvent, c'est vrai qu'on englobe ça sous le terme MICI, maladie inflammatoire chronique intestinale. Donc ça m'étonne pas que ce soit un peu, parfois un peu flou, quoi. Travailler en équipe pour le psy permet aussi d'avoir des gardiens parce que parfois certains thérapeutes se ratent. Oui, sont désinformés, voire sont des agresseurs. Le travail en équipe en psy est un must-have, surtout pour les femmes. J'avoue que, ouais, 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 enfin, si c'était possible à chaque fois, ce serait l'idéal, quoi. Ce serait l'idéal. Mais après, j'ai envie de te dire, ce serait l'idéal, même encore une fois, hein, dans tout type de prise en charge médicale, hein, quelle qu'elle soit, hein. Le pluridisciplinaire et ce serait l'idéal. Mais bon, le temps, les thunes, le capitalisme, quoi. Voilà, hein, on en revient toujours un peu au même constat, quoi. À ce triste constat. Bon, on a fait la moitié de la vidéo. On va y arriver. Ce que le grand public ne sait pas vraiment, c'est que les diags, c'est pas des cases précises de pathologie comme les virus, mais plutôt des classements de couleurs. Par exemple, un trouble anxieux, il se confond très facilement avec tous les autres troubles anxieux, mais aussi avec plein de troubles de la personnalité, mais aussi avec plein de troubles du neurodéveloppement. Donc, le réflexe de rechercher un diag ne doit pas être j'ai ce signe, je rentre dans telle case, mais j'ai ces signes, quelles sont les dizaines de cases dans lesquelles je rentre. Et ça, c'est super dur à faire parce qu'on est tous limités par nos compétences. Par exemple, avec mes patients, je ne peux pas le faire de tête, ça, parce que j'ai pas les connaissances biologiques suffisantes pour directement arriver à leur sortir toutes les cases dans lesquelles ils rentrent. Et ensuite, il y a des pathologies rares qu'on ne connaît pas. Moi, Oui. personnellement, j'adore quand un patient a fait la liste de toutes les pathologies possibles et a fait de super recherches. Ça me fait découvrir plein de choses. Et faire le tri entre toutes les cases dans lesquelles tu rentres, ça s'appelle le diagnostic différentiel. Et c'est là où on pourrait par exemple compter sur les intelligences artificielles qui pourraient te proposer plein de pistes de diagnostic différentiel et de voir comment on fait le tri entre les cases dans lesquelles tu rentres vraiment au final et les cases où tu rentres pas. Sachant
Et quand je vous parlais tout à l'heure effectivement, le diagnostic différentiel, c'est en fait ce qui est fait à chaque fois. On réfléchit à toutes les hypothèses possibles et ensuite, entre guillemets, alors dans ce cas-là, c'est un peu différent, mais on va aller explorer une piste par des tests, par des compléments d'informations, de questions posées aux patients ou de tests à faire ou prise de sang, divers examens et variés. Mais c'est toujours cette idée-là de faire d'abord un diagnostic différentiel et ensuite on essaye de resserrer un peu le diagnostic, mais c'est le même principe partout en fait. Donc c'est pour ça que là, effectivement, comme il dit, enfin lui, il est dans la psy, mais le diagnostic, bah, les symptômes peuvent ressembler peut-être à une pathologie neuro, à une pathologie biologique ou psychiatrique. Donc ça fait quand même une multitude de choses et un psy peut pas tout connaître, votre médecin généraliste peut pas tout connaître, un spécialiste encore moins. Enfin bref, ça aussi, c'est des choses à avoir en tête, hein. Je sais pas si je vous ai déjà parlé c'est beaucoup de digressions là. Une pote qui avait une douleur très violente, sur la cheville en fait, sur l'avant de la cheville et elle va voir son médecin généraliste qui la renvoie vers un rhumatologue, donc spécialiste des articulations et alors que pourtant son médecin généraliste savait qu'elle venait de faire quelques jours avant, une crise de sciatique très aiguë. C'était une habituée du fait et quand elle me dit un peu son parcours, je dis: «Mais ta douleur, c'est pas ton articulation?» Parce qu'elle avait une radio à faire, enfin elle avait eu une radio à faire, elle avait eu le résultat de la radio, il y avait pas de fracture de fatigue et tout. Je dis: «Beh oui, mais non, mais là, l'endroit où tu as mal exactement que tu me montres, c'est nerveux en fait, c'est lié à ta sciatique» et effectivement derrière elle est retournée voir, son médecin et l'a fait des IRM et il s'est avéré que c'était de ce côté-là. Mais la rhumatologue, elle est spécialiste d'articulation, donc elle va regarder là où elle connaît et c'est normal. Donc c'est vrai que c'est bien, si c'est possible, d'avoir en tête que, bah, les symptômes peuvent aussi ressembler à des choses qui sont en dehors de la spécialité, de la personne qu'on va voir. Donc voilà. Qu'il arrive avec plein de patients, je te préviens, qu'on ne puisse pas répondre à la question, et qu'en fait, on se dise, bon, ben vous rentrez dans 2 cases, laquelle est vraiment la bonne, on ne sait pas. Et c'est à ce stade qu'on voit en fait plein de biais d'effets de mode qu'il faut éviter si tu veux faire ton diag correctement. Car d'une part, c'est pas parce qu'on parle fréquemment d'une maladie qu'elle est fréquente Bonne dans la soirée, valeur population. anarchiste, Donc à attention au bientôt. monde médiatique qui biaise complètement tes stats mentales. Et d'autre part, parce qu'il y a toujours des pathos que le grand public relaie à certaines caractéristiques, mais qui oublie celles d'à côté. Par exemple, le grand public lie les hallucinations et les voix à la schizophrénie, alors que ce ne sont pas la pathologie dans laquelle c'est plus fréquent, les crises psychotiques. Par exemple, il y a plein de gens qui vont lier direct l'autisme avec des problèmes de communication, alors que c'est loin d'être la première pathologie qui pose des problèmes de communication. Et donc, il est important de ne pas réfléchir sur le monde en fonction d'une case, mais à plein de cases d'emblée, potentiellement. Un diag, cela n'explique qu'une très petite partie de ce que tu es. Et les gens, ils sous-estiment à quel point on peut avoir plusieurs diags ensemble. Oui, un diagnostic et même au-delà de ça, une pathologie, quelle qu'elle soit, ne vous définit pas. Donc tu vois, tout le chemin que je t'ai dit pour chercher son diag, il va falloir que tu fasses le même, mais pour plein d'autres choses à côté, sachant que tu en as plusieurs en même temps. Donc si tu t'attends à trouver la case qui va expliquer toute ta vie, c'est foutu. Et c'est à cause de ces biais qu'on voit des vidéos et des livres très mauvais sur un sujet, car une partie de la vie d'une personne est assimilée à un diag qui n'a rien à voir, comme par exemple la personne qui se tape sur les bords des tables, rien à voir avec le TDAH. Donc, alors ça, la ref, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est quand il a parlé des réseaux sociaux et des conneries qu'on voyait sur TikTok. Et notamment, il faisait référence à quelqu'un qui disait se taper sur les tables, c'est un symptôme, enfin se taper partout, c'est un symptôme du TDAH. Non. Non. Après avoir trouvé une idée de case dans laquelle tu rentres, tu dois te demander ce que ça explique potentiellement et ce que ça n'explique pas. Je te rappelle la métaphore de la mare que j'avais faite dans la vidéo sur les borderline. Les symptômes que tu vois d'un trouble
d'une maladie, c'est le nénuphar dans une mare. Le nénuphar, il peut avoir des racines différentes qu'il faut chercher, quelle que soit sa forme, parce qu'il y a des pathologies différentes, en fait, qui vont expliquer ce nénuphar. Donc il a des racines différentes, mais Bonne ça reste soirée, le juste un nénuphar plaid. dans À une mare bientôt. entière, et la mare entière, c'est ta vie. Et il y a plein d'éléments de ta vie qui peuvent se conjuguer avec le nénuphar et donner le mélange unique qu'est ta vie. Mais c'est très rare que le nénuphar y prenne toute ta vie. C'est d'ailleurs même impossible parce que tu n'es pas qu'une pathologie. Donc si Ça, c'est vraiment. On va le redire, hein, je viens de il le dit, je le redis, mais vous n'êtes pas un diagnostic, vous n'êtes pas une pathologie. Peu importe de quoi vous souffrez, vous êtes une personne bien plus complète, complexe et entière et intéressante que juste cette petite bulle-là. Voilà. je résume jusqu'à présent l'autodiag, les règles. N'écoute pas des vidéos sur internet, va lire les descriptions entières des pathologies. Essaie de voir si ces symptômes ne changent pas à cause de l'environnement et si le problème ne vient pas de l'extérieur. N'oublie pas que les descriptions, elles changent, donc prends les plus récentes. Cherche toutes les pathologies qui expliqueraient ce que tu ressens, car il y en a sûrement plein qui l'expliquent, que ce soit des pathologies biologiques ou psychologiques. Et ensuite, replace ces pathologies potentielles dans ta vie à leur juste place, car rien n'explique rien tout seul. Voilà. Si tu veux aller plus loin sur comment on arrive à intégrer la pathologie dans la vie des gens pour essayer de réfléchir aux meilleures solutions, tu as ma vidéo sur soigner les troubles psy en 2021. Je te mets le lien en haut à droite. Déjà, si tu fais ça, on va éviter plein de problèmes. Et puis, les professionnels bienveillants, ils sont super contents d'avoir une partie du chemin qui a été faite. Par contre, il y a des données qui vont venir te flinguer potentiellement ta façon de faire les diagnostics. Donc, alors, on va aller jusqu'au bout de la vidéo, mais cette vidéo, je vous la remettrai de façon dans le Discord, hein, comme à chaque fois, tous les supports qu'on utilise pendant le stream, je les remets sur le Discord, comme ça vous pouvez les regarder aussi, poser tranquille après, sans tous les digressions qui viennent s'ajouter dessus. Mais parce que ce qu'il dit est vraiment important et c'est vraiment le guide si vous voulez vous lancer dans cette démarche d'autodiag. C'est vraiment voilà, les grandes étapes, les grandes questions à se poser et les grandes choses à penser. C'est vraiment intéressant. Donc comme ça, vous pourrez prendre le temps, éventuellement de prendre des notes ou autre, si vous avez envie. Et là, on va le prendre en compte pour que ton processus intellectuel ne Attendez, soit pas je bloqué vais par juste ces données. Ils sont revenir un tout super petit peu. contents d'avoir une partie du chemin qui a été faite. Par contre, il y a des données qui Attends. vont venir te Ah oui. flinguer potentiellement ta façon de faire les diagnostics. Et là, on va le prendre en compte pour que ton processus intellectuel ne soit pas bloqué par ces données. Déjà, il y a la désirabilité Merci, Oubli. sociale. Il y a des diags bien acceptés socialement et il y en a d'autres qui sont hyper stigmatisés comme la schizophrénie. Oui, c'est sûr que voilà, le DI d'HPI, socialement, voilà, ça fait bien. Alors que bon, se cachent des choses derrière qui, pour ceux qui vivent ou neuroatypie, machin, c'est pas forcément truc de ouf, quoi, mais il y a vraiment une image à la con là-dessus. Euh, Effectivement, d'autres diagnostics où bah là, ça va être les images, les stéréotypes dont on parlait un petit peu tout à l'heure, qui font que bah, tout de suite c'est mal vu. Mais les gens connaissent pas en fait. C'est vraiment une espèce d'image donnée comme ça qui va venir stigmatiser certains diags et pas d'autres. Enfin, alors que ça veut pas dire enfin bref. Du coup, ce qui peut venir flinguer le processus, c'est la petite pointe qui te fait mal au cœur, qu'on peut ressentir quand ça va pas dans notre sens ou quand ça nous fait aller dans un sens qui ne nous Ouais, tu convient pas. préfères aller dans C'est ce particulièrement diag-là plutôt important que si dans tu celui-là cherches parce un que celui-là diag est pour pas te cool, sentir quoi. moins seul. Donc, fais gaffe à tes émotions négatives quand tu cherches, car quand un médecin te donne un diag, c'est peut-être normal de s'énerver quand il dit une grosse connerie. Mais quand tu es seul chez toi et que tu sens que tes recherches te font mal, ben, c'est peut-être parce qu'il est possible que tu sois sur une bonne voie, mais que tu n'aimes pas la voie que ton processus intellectuel est en train de prendre. Est-ce que ça... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour ça, quand vous vous lancez aussi dans cette démarche, c'est vraiment important d'avoir ça en tête, que peut-être vous allez être confronté à ce genre de choses et qu'il faut être prêt à encaisser. Voilà, gardez en tête que c'est un chemin pour le mieux, mais il peut être pavé voilà, de choses pas très agréables.
Donc, en avoir conscience, c'est important, quoi. Oui, pas toujours facile, c'est vrai, ouais. Ça veut dire que c'est le bon diag qui va te faire mal. Non. Peut-être que tu te plantes et que finalement tu vas découvrir que c'est pas du tout cette voie-là et tu vas faire ouf et tu seras content. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'il faut pousser un peu plus la recherche sur ce diag? Oui. Deuxième point, le diag, il va jamais répondre à qui tu es. Ça peut pas C'est être une tellement recherche douillet, égal. d'identité. Ouais, Parce mais que les ouais, diags, c'est ils faut sont pas. pas une identité, mais c'est une façon de classer les problèmes. Après, le déni, c'est une façon de se protéger qui, à long terme, n'est pas forcément, bien sûr, la meilleure parce que ça finit souvent par, enfin voilà, le mur de déni qu'on a construit, il résiste pas, toute une vie. Enfin, parfois si, malheureusement, mais il faut souvent, enfin, parfois ça arrive, mais bon, est-ce que c'est souhaitable? Je sais pas. Mais il faut être prêt à affronter. Donc, parfois le déni, il est là aussi pour te protéger, parce que tu es pas prêt. Donc, bon, faut pas se forcer non plus, hein. Enfin, Oui. je sais pas comment expliquer, mais, il y a encore une fois un juste milieu à trouver entre, heu et c'est pour ça qu'il faut être prêt à l'affronter, qu'il faut l'avoir en tête, voilà, ça peut être dur. Et il y a des moments où on est prêt et d'autres moments où on ne l'est pas. Donc, faut s'écouter aussi, hein. Être accompagné donne la force. Oui, l'entourage. Être entouré, c'est important, effectivement, pour, faire face, dans les moments difficiles, quoi. Deuxième point, le diag, il va jamais répondre à qui tu es. Ça peut pas être une recherche d'identité. Parce que les diags, ils sont pas une identité, mais c'est une façon de classer les problèmes, comme je t'ai dit. Souvent, quand les Mmh. gens ils découvrent leur diag, il y a un effet révélation, comme si tout s'éclairait. Puis quelques temps après, il y a plein de gens qui le disent, ils s'aperçoivent que ça explique bien des choses, et c'est très bien d'avoir eu ce diag, mais finalement, c'est juste un aspect très limité de leur vie et de leur être. Donc fais gaffe aux gens et aux sites qui t'expliquent que tous les problèmes sont liés à une seule caractéristique. Et point lié à ça, Oui, si tu es un gros con, tu vas rester un gros con. Même avec un diagnostic de je sais pas quoi, ça va pas changer, les gros cons resteront des gros cons. Voilà, c'est pas, je caricature, hein, mais c'est pour vous donner l'idée, voilà. c'est qu'il ne faut pas que l'autodiag t'isole du monde. Globalement, les gens qui s'autodiag, ils sont plus enclins à chercher de l'aide et à communiquer sur leurs problèmes. Mais si l'autodiag il te pousse à t'isoler, il y a des chances que le processus soit plus négatif que positif. Alors attention, je parle d'autodiag, mais si tu découvres que le problème c'est ton conjoint violent, isole-toi de lui. Par exemple, on voit ça dans les groupes Facebook ou Twitter qui créent de l'isolement, comme j'ai vu sur le haut potentiel émotionnel, où on disait que si on était haut potentiel émotionnel, on serait constamment agressé par les gens qui ne le sont pas. L'isolement, c'est un des risques potentiels si tu checkes sur des sites qui cherchent un peu à venir te soutirer ton fric avec leur formation ou leurs livres. Et d'ailleurs, ça rejoint le point 2, la plupart de ces sites vont dire que toi, caractéristique explique tout, parce que s'ils disent qu'elle explique tout, ils vont pouvoir ramener plus de gens dans leur giron et dans leur arnaque. Et Et enfin, c'est ça, en étant hyper large dans alors tel truc, ça correspond à ça, tu hyper large, tu ratisses large et du coup: «Ah mais ça me correspond, c'est ça, c'est tout moi, c'est pour ça que je me sens mal» et du coup ils attirent plus de gens donc vraiment méfiance, avec ces trucs-là. Enfin voilà quoi, c'est encore une fois, des fois le problème aussi c'est juste votre environnement et les gens qui il faut pas être isolé, mais il faut pas garder des gens toxiques autour de vous. Et ça, faut se poser la question, est-ce que en fait, c'est pas les personnes ou l'environnement qui me posent problème, quoi? garde dans l'idée qu'un diag, ça représente un état à un instant T. Ce n'est pas ce que tu vivras toute ta vie. Exactement, Quoi que oublie. tu vives actuellement, quelle que soit la pathologie, il y a toujours des moyens de le gérer au mieux. Donc que tu sois TDAH, autiste, dépressif ou quoi que ce soit, cela ne veut pas dire que tu auras ce problème toute ta vie ou que ta vie soit pourrie. Alors oui, il y a des conditions qui ne s'améliorent pas. Par exemple, il y a plein de gens TDAH, on sait qu'ils auront des fonctions exécutives pourries toute leur vie. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils pourront rien foutre de leur vie? Bah pas du tout, il y a des choses à faire. Donc n'aie pas peur d'un diag, car tu associes ça à des problématiques graves, et n'écoute pas les gens qui te disent dans tes recherches que vivre avec telle ou telle pathologie, ça implique tel ou tel type de vie. Parce que Et parce que c'est des gens qui s'y connaissent pas forcément et en plus, encore une fois, on est tous différents donc même si, les personnes avec les mêmes pathos
trouvent des points communs, chacun le vit différemment. On est tous différents. Donc, et encore une fois, le diagnostic ne fait pas la personne dans son entièreté. Donc, comme on est tous différents, bon, bah, il y a cette petite particularité là, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Donc, le vécu des uns n'est pas le vécu des autres. Donc, se méfier de ça, et surtout que souvent, les gens te disent ça, ils n'y connaissent strictement rien, quoi. Un diag, ça égale pas un comportement. La réalité est vachement plus complexe et on peut tout améliorer en mieux dans la plupart des cas. À part effectivement dans les maladies neurodégénératives où on sait que ça va faire qu'empirer. Voilà. Personne ne peut te dire comment faire ton autodiag parfait parce que les diags c'est compliqué et même pour les professionnels, ils ne peuvent pas être au courant de toutes les pathologies qui expliquent tel ou tel symptôme. J'ai eu affaire à des personnes en autodiag, mais qui, problème, voyaient leur diag sur tout le monde. Bah oui, oui, peut-être même que justement leur autodiag, il était peut-être pourri parce que justement, elles s'étaient concentrées sur des caractéristiques très, très généralistes en fait, quoi. Par contre, grâce à ce que je t'ai dit, tu peux déjà mieux te guider, mieux réfléchir et perdre moins de temps dans ton processus en suivant ces quelques Moins de conseils. temps? Oui, il est du feu, le Voilà. psycho, quoi. Bonne journée. Eh ben cool, très intéressant, très très intéressant. Bon, encore une vidéo d'1/4 d'heure qu'on a mis 2 heures à à React, un truc comme ça, si ce n'est plus. Attends, non, peut-être pas 2 heures, je dis des conneries, un peu moins de 2 heures, mais quand même, mais quand même. F mais hem, oui, généraliste et qui cherchait aussi, je pense, à ne pas être seul. Oui, oui, il y a ça aussi. Après, je pense, aussi que, bah, malgré tout, en dehors, du diagnostic, tu te rapproches naturellement des gens qui te ressemblent. Donc parfois, tu vas trouver des points de cohérence que tu peux associer à ton diagnostic ou pas, mais au final, c'est peut-être juste toi, et tu es proche de gens qui te ressemblent, voilà quoi. Sans que ça veuille dire qu'ils ont le même diagnostic, plus le côté généraliste, quoi. Hem, hop, Salut, une hop, oh là, oh là. Je vous mets tout de suite comme ça, je le fais tout de suite comme normalement le lundi, j'ai aucun lien à partager. Je vous le mets tout de suite dans le Discord, dans psychologie du coup. Hop, je vous mets la vidéo comme ça vous pourrez, aller la regarder, comme je vous disais, poser tranquillement et prendre des petites notes si vous avez envie, si ça vous a parlé. Et ben écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir.